tous. Je suis très content de vous avoir avec nous cet après-midi pour une édition très spéciale de Moritos. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, d'habitude, on se voit en présentiel. On est encore un petit peu en distanciel, mais ça ne va pas durer. Normalement, en décembre, si la crise sanitaire continue de se résorber, on sera dans notre lieu résident du côté de la Défense et on aura des Moritos à partager avec vous. La session d'aujourd'hui, elle est un peu particulière parce qu'aujourd'hui, on n'a pas fait appel à du sponsoring pour le contenu. On a fait plutôt appel à des personnes sympathiques et bénévoles pour partager des bonnes pratiques à destination des associations et des entreprises à but non lucratif. Et c'est une idée qui m'a été susurrée il y a quelques temps par l'ami Philippe, ici présent, qui œuvre sur son temps perso pour des associations, qui les aident avec ses modestes compétences IT. Je mets modeste entre guillemets parce que c'est complètement ironique. Mais en gros, Philippe donne beaucoup de son temps à des associations. Plusieurs personnes autour de la table le font également. Et en gros, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait tous accès à beaucoup de matières. On passe notre quotidien à aider les entreprises à élever leur niveau de sécurité. Et donc, on avait à cœur de pouvoir partager des retours d'expérience, des bonnes pratiques, des contacts avec des gens qui en ont vraiment besoin. Philippe, est-ce que tu veux dire un mot sur cette partie-là? Je te donne la parole de but en blanc, on ne l'a pas préparé, mais est-ce que tu veux intervenir? Non, non, juste que effectivement, tu as choisi une photo de moi qui est un peu trop classe à mon goût. Mais ben, je serai le sudiste parisien avec toi à co-commenter les interventions. D'où l'accent, hein, je ne le cache pas, et puis je ne m'en cache pas, et je l'assume complètement. Donc oui, écoute, je suis content qu'on ait cette session parce qu'effectivement, on avait échangé tous les deux sur ce point-là et c'est vrai qu'on a tendance à fournir des solutions, on va dire, qui ont pris au bout pour un certain nombre d'entreprises, mais les associations sont un petit peu laissées de côté là-dessus et ont tendance des fois à solliciter des acteurs qui ne sont pas toujours ceux qui ont la meilleure connaissance. Et bon, l'idée, c'était de partager avec toutes les bonnes volontés qui sont là autour de la table sur un certain nombre de problématiques de sécurité. Voilà, donc je n'irai pas plus parce que sinon je vais manger tout le temps que l'on a pour la session. Merci Ça Arnaud. marche. Merci Philippe. Tout le contenu que l'on va partager aujourd'hui, il sera disponible en replay, il sera disponible aussi en téléchargement puisque les présentations, vous les aurez. On partagera avec vous toutes les coordonnées des différents intervenants que je vais vous présenter juste par la suite. Mais je vais faire un rapide rappel sur Moritos pour ceux qui ne nous connaissent pas, puisqu'on va avoir des gens qui vont participer à la session et qui n'ont pas l'habitude de partager à nos sessions. Moritos, c'est une communauté qui en est à sa 19e édition. Ça fait bientôt 5 années que ça, on va fêter nos 4 ans, pardon, cette année à raison de 5 sessions par an. Et notre objectif, c'est de créer des moments d'échange entre professionnels de l'IT. On ne touche pas qu'à la cybersécurité, on fait aussi de l'infrastructure, du cloud, du storage, de l'AI et j'en passe. Et l'idée, c'est d'échanger, de présenter des nouvelles solutions et de créer un climat de confiance pour que les professionnels continuent de monter en puissance sur leur domaine respectif. Donc ça, c'est 5 sessions par an en présentiel. On a un lieu résident qui est Iconoxygène sur la Défense, mais on a aussi un Slack pour les échanges du quotidien. Donc quand vous avez besoin d'un feedback, d'un expert, d'une présentation, d'un outil, sentez-vous à l'aise, vous avez le Slack, je vous repartagerai le lien à la fin de la présentation. J'ai quand même présenté tous nos camarades de jeu et vous présenter l'agenda. On a la chance d'avoir des profils très différents et très complémentaires aujourd'hui pour la session. Philippe s'est présenté. C'est lui le responsable de la session, c'est lui le fautif, c'est à cause de lui si on est là aujourd'hui et que l'on va échanger sur ces thématiques sympathiques. Et on a fait appel à des personnes de confiance pour avoir du contenu soit de prise de décision stratégique, soit du contenu beaucoup plus technique. Donc, il va y en avoir pour tous les goûts. On va avoir Mauro de Security Scorecard qui va nous aider à identifier facilement une surface d'exposition quand on est une entreprise. Hello Mauro. On va avoir Guillaume de UpSafe pardon, et de Fiddlestack qui va nous montrer un framework qui est très pragmatique pour apporter de la sécurité sur une IT d'entreprise, quelle que soit l'entreprise. Mais là, on part du postulat que ça va être une association, une entreprise à but non lucratif. On va avoir Charles. Charles, je n'ai pas mis ta société, c'est très mal. Mais Charles œuvre depuis de nombreuses années dans le domaine de la cybersécurité et il va C'est nous présenter deux normal, solutions.
Il est dans l'underground, Charles, c'est pour ça que tu l'as pas dit. C'est pour ça, ouais. Je ne peux pas dire chez qui je travaille, c'est un peu Ouais. confidentiel. Non, non, là-dessus, c'est un Corelight. secret de poly. Il est chez Corelight, c'est un secret de polichinelle. Juste, Charles va nous présenter 2 solutions open source et j'ai complètement omis de mettre la société de Charles. C'est Corelight, c'est de toute façon, vous le trouverez sur son profil LinkedIn. Il a lui aussi une photo où il est très bien habillé. Côté GDPR, vaste sujet pour toutes les entreprises, y compris pour les entreprises à but non lucratif. On aura Élodie Royer. Élodie n'est pas encore en session, elle est sur un événement en ce moment, mais elle nous rejoint vers 14h45, 14h50 pour nous parler de GDPR. On a Stéphane Voilès de Sysdig qui est quelque part dans le coin. Hello Stéphane, qui lui va nous faire une présentation très technique sur comment détecter les menaces autour du crypto mining avec une solution open source. Et enfin, Amandine Delamo, cybermalveillance.gouv.fr, qui va nous présenter le dispositif d'aide aux victimes, qui touche à la fois les entreprises, mais aussi les particuliers. Donc, ça nous servira dans notre vie d'employés, de bénévoles pour les associations, mais ça nous servira aussi à titre perso. Donc voilà, une session très dense. On va faire en sorte de finir à 16h, un petit peu avant, grosso modo. On a un bon slot pour des questions-réponses. Sentez-vous hyper à l'aise pour poser des questions sur le chat, mais également en audio. Les micros seront activables, les caméras aussi. Si vous ne voulez pas mettre la caméra, aucun problème. Par contre, si vous voulez activer les micros, ce sera avec grand plaisir. Je pense que j'ai fait le tour de la question. La session, des sujets très techniques d'un côté, des sujets plus de gouvernance de l'autre côté. Il y en aura pour tous les goûts. Vous enfuyez pas en cours de route en vous disant « Ouh là là, c'est pas assez technique pour moi » ou alors « Oh là là, c'est trop technique ». Essayez de capter les échanges. On pourra faire la traduction avec Philippe à l'issue des présentations, mais vraiment, vous aurez un contenu de, normalement, grosse qualité. J'ai en tout cas vu les présentations et on a de quoi s'amuser. La session, elle ne s'arrête pas à 16h pétantes et on ne repart pas dans nos pénates pour retourner vaquer nos occupations. On reste tous disponibles. On est, allez, on va le dire, des professionnels de la cybersécurité. Donc, on est clairement là à vos côtés en cas de besoin. Sentez-vous hyper à l'aise pour m'envoyer un message. LinkedIn, Slack, WhatsApp, Telegram, Signal, texto, pigeon voyageur, ce sera avec plaisir que je répondrai. Et si vous avez besoin d'une mise en relation avec une des personnes qui est dans l'assemblée, n'hésitez pas à me solliciter, ce sera avec grand plaisir. Pour la suite, je vous enverrai la présentation, 2 liens, une pour aller voir le replay, on le partagera sur notre page LinkedIn, et l'autre pour avoir accès aux présentations, elles seront sur le Slack. Il y a un canal qui a été créé spécialement pour l'occasion, donc on partagera toutes les présentations à l'issue de cette session. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vais finir à 14h10. Il est 14h10. Je vais passer la main à Mauro. Mauro, normalement, tu dois pouvoir prendre le contrôle et nous partager ton écran et pouvoir nous présenter. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Parfaitement bien. Super. Donc, comme Arnaud l'a indiqué, je travaille effectivement à la direction technique de Security Scorecard. Et il y a quelques mois, j'ai été RSSI d'un grand groupe de santé. Et donc, je suis extrêmement concerné par les cyberattaques qui ont lieu actuellement. Et j'ai essayé de faire une petite analyse de ces cyberattaques et de vous montrer ce qu'on peut faire concrètement par rapport à ces cyberattaques. Donc, comme dit Julien Doré, le monde a changé, il s'est déplacé. Quelques vertèbres, autrement dit, le confinement, les nouveaux modes de travail, tout ça a modifié durablement toute notre organisation sociale et économique. Et comme le disait Darwin, ce n'est pas les plus forts qui survivent, ni même les plus intelligents, mais c'est ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Donc c'est un constat. Le monde a changé et il est devenu beaucoup plus numérique qu'avant, forcé de s'adapter à l'éloignement et au confinement. Et donc, on va voir que les premiers qui se sont adaptés à ce changement, ce sont les pirates. Et donc, ils ont déclenché une vague sans précédent de cyberattaques. Et pour ceux qui en douteraient encore, n'oublions pas qu'il n'y a pas de frontières sur Internet
c'est par définition un seul monde global où n'importe quel ordinateur de la planète peut en joindre un autre et l'attaquer en moins d'une seconde. Autrement dit, aujourd'hui, le braquage, le cyberbraquage, c'est quelque chose qui peut être fait de n'importe quel endroit de la planète avec un simple ordinateur. Il suffit d'avoir la matière grise pour pouvoir le faire. Et donc, on a vu apparaître une véritable mafia, une véritable organisation industrielle des cyberattaques, pour l'argent essentiellement, avec ce qu'on appelle évidemment les ransomware, les rançongiciels. C'est une organisation industrielle que je qualifierais même pratiquement de militaire, où la cible va subir une reconnaissance d'un certain nombre d'outils de scan qui vont regarder la surface d'attaque. C'est un peu comme un alpiniste qui voudrait monter en haut d'un sommet et qui regarderait un peu la paroi de granit et qui chercherait un peu toutes les aspérités disponibles. Et donc, il faut que vous sachiez quelque chose d'absolument ahurissant, c'est qu'aujourd'hui, les groupes de hackers scannent plusieurs fois par jour toutes les adresses IP d'Internet pour trouver des cibles adéquates. Donc, il ne faut pas croire que les hôpitaux ou les grandes entreprises ou les banques sont spécialement ciblés. Non, en fait, il y a un scan systématique. Dans la société où je travaille, Security Scorecard, on a le même outil que les pirates pour analyser la surface d'attaque et on scanne Internet toutes les 2 heures. Donc, toutes les 2 heures, si on trouve quelque chose de nouveau en termes de failles, on l'a dans notre big data. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Des emails de phishing sont envoyés à la cible et le but, c'est la fameuse histoire du cheval de Troie, c'est-à-dire qu'à partir d'une compromission initiale d'une seule machine en question qui a cliqué malencontreusement sur un mail de phishing, une des possibilités, mais la plus répandue, c'est celle-là, permet cette compromission initiale. Une fois que la compromission initiale a eu lieu, c'est le commencement de la fin. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui s'établit entre un système de command and control qui va commencer à prendre le contrôle d'une ou plusieurs machines, puis de diffuser un payload, une charge utile, qui est le ransomware, sur tout le réseau. Il peut s'écouler plusieurs jours, voire plusieurs semaines, entre le moment où il y a eu la compromission initiale, qui est passée inaperçue, et le moment où on déclenche le ransomware sur l'ensemble du réseau de la cible. À ce moment-là, il y a un affichage d'un message, c'est là où tout le monde s'aperçoit qu'on s'est fait pirater, et il est simultané sur des dizaines ou des centaines de machines, et il affiche une demande de rançon en crypto-monnaie. Et si la cible refuse de payer, optionnellement, maintenant, on voit la diffusion d'échantillons de données volées sur le clear web pour montrer qu'on a bien eu des données de l'entreprise et que donc, ils ont intérêt à se dépêcher de payer la rançon. Et ce n'est pas fini, qu'on paye la rançon ou pas, il y a maintien dans le système autant qu'on peut, notamment à travers le système de prise de contrôle de l'Active Directory, de l'annuaire numérique, le fameux Golden Ticket. Et en fait, il y a des dysfonctionnements, puis des demandes de rançon à répétition. Et il y a des entités qui sont fait hacker en 2020 et qui continuent à avoir des demandes de rançon, de nouveaux ransomware qui s'affichent. Voilà, c'est infernal. J'ai fait une analyse plus détaillée que vous trouverez sur mon blog, qu'on a coutume d'appeler la cyberkill chain, la chaîne d'attaque qui tue. Et vous avez la phase de reconnaissance, puis la phase de préparation de l'attaque, du payload, l'envoi de phishing à toutes les adresses qu'on a pu récupérer de la cible, la fameuse compromission initiale qui est vraiment un pivot, l'établissement du command and control, et puis ensuite, ça fait comme la grande ours, c'est-à-dire une boucle de post-exploitation, d'élévation de privilèges, de mouvements latéraux à l'intérieur du système et de pivoting qui repermet une post-exploitation, etc.
Autrement dit, l'élément fondamental, c'est quelle est notre surface d'attaque? Est-ce qu'on est potentiellement compromis par un certain nombre d'expositions à Internet? Et aujourd'hui, comme toutes les cyberattaques pratiquement sont basées sur ce schéma, ce n'est pas la peine de se concentrer sur d'autres choses tant qu'on n'a pas fait une levée de doute sur notre surface d'attaque. Voilà un exemple d'un ministère français qui a une fiche donc une scorecard de cybersécurité dans laquelle il y a 10 items qui sont les 10 échantillons de fenêtres cassées que vont regarder les hackers pour savoir s'ils vont pouvoir rentrer facilement ou pas dans ce système d'information. La note de F, c'est la plus mauvaise note, dans une notation américaine, comme fail, et la meilleure note, c'est A, ça veut dire que tout va bien. Et donc, il y a 5 niveaux de notes, A, B, C, D, et puis F. Après, il y a une note aussi de 0 à 100, 100 étant la meilleure note. Et vous voyez, par exemple, ici, j'ai mis 3 flèches bleues pour ce ministère, où nous avons la sécurité réseau, qui n'est pas bonne du tout, hein, F31. On a aussi le endpoint security à F39 et la sécurité applicative à F36. Et vous en avez vu 2 autres, F42 pour le DNS et F33 pour les patchs. Alors, ce n'est pas un scan de vulnérabilité au sens classique, puisque à droite, vous voyez qu'il y a près de 6800 vulnérabilités qui ont été trouvées et 31 ports ouverts. C'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est un échantillonnage qui est fait sur ce qui permettrait aux hackers de rentrer par rapport à la cyberkill chain et par rapport à des entités de même taille et de même, on va dire, destination économique. Et donc, la protection qu'on attend d'une grande société, par exemple, elle sera beaucoup plus forte que celle qu'on attend d'une moins grande société. Et donc, il s'agit d'une intelligence artificielle qui calcule cela sur des millions de cas. En fait, 12 millions d'entreprises ou d'entités sont dans cette base, ce big data. Et ensuite, il y a des analystes de big data qui vont affiner le score, vont enlever quelques faux positifs et vont regarder cela. C'est très intéressant comme approche, parce que l'approche qu'on avait avant, qui est l'approche de scan de vul, met à plat toutes les vulnérabilités et donne une criticité par rapport, en général, à l'échelle du NIST, des CVE exploitables. Et en fait, on ne sait pas par quoi commencer. Là, ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir se concentrer sur les fenêtres cassées. Et après, une fois que l'on a quelque chose qui, d'apparence extérieure, a l'air protégé, eh bien, les pirates passeront leur chemin et iront sur une autre cible qui leur paraît plus vulnérable. Parce que les pirates cherchent l'efficacité et ne vont pas s'attaquer à une paroi presque lisse. Donc, le petit goodies aujourd'hui pour les associations, mais aussi pour toutes les entreprises, c'est ce lien qui vous permettra d'obtenir votre propre scorecard gratuitement et de pouvoir même agir sur le plan d'action. Et maintenant, je voulais vous montrer une démonstration qui a un rapport avec l'actualité. Donc, je vais donc reprendre le partage. Donc, je vais repartager. Voilà. Et j'ai pris l'exemple du scoop qui est arrivé hier, qui est le piratage de plus d'1 400 000 tests Covid avec toutes les données personnelles, qui est arrivé mi-2020 à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et donc, ça a été connu aujourd'hui. Et la question est, quelle est la surface d'attaque de la PHP? Alors, il y a cette scorecard est disponible pour tous ceux qui ont la possibilité de le regarder. C'est comme Fitch ou Standard & Poor's pour les cotations financières, c'est-à-dire que vous pouvez demander la scorecard
si vous êtes abonné de n'importe quelle société à laquelle vous êtes abonné. Vous avez notamment les sociétés qui font des fusions-acquisitions, les sociétés qui font de la cyberassurance, qui sont très friands de cette information, puisqu'ils vont pouvoir faire une sorte de cotation de cyber. Il faut retenir une seule chose, c'est qu'une entité qui a un score de C, comme la PHP, a 5 fois plus de risques de se faire pirater qu'une société qui a un score de A. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une action qui soit faite sur ces vulnérabilités-là. Je vais vous donner maintenant l'extrême qui est F. F, c'est 7,7 fois plus de risque que A. Donc, ça parle immédiatement aux dirigeants. Voilà ce sur quoi il faut se concentrer. Et donc, dans les mois qui viennent de s'écouler, je regarde systématiquement les scores de toutes les entités dont on a une information comme quoi elles se sont faites pirater, et je n'ai jamais trouvé aucune entité qui avait mieux que C. Il n'y a eu aucune entité A qui avait A ou B qui s'est fait pirater dans toutes les news qu'il y a eu actuellement. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail sans trop vous abreuver de technique. Et en gros, on peut tout de suite voir que la PHP, ce que voient les hackers de la PHP, c'est qu'il y a 59 certificats expirés qui sont actuellement exposés sur Internet. Il y a même une caméra IP qui est accessible ici. Alors, vous allez me dire quoi des certificats expirés? Eh bien, je vais même pouvoir vous dire, et donc les hackers savent qu'il s'agit de ces adresses IP-là. Donc, là, ça vous donne un plan d'action immédiat. Allez, on fait une task force et on élimine tous ces certificats expirés disponibles sur Internet. On pourrait rentrer dans l'explication de pourquoi c'est très dangereux d'avoir un certificat expiré sur Internet. Là, je vous demande de me croire sur parole, c'est hyper dangereux, notamment les manies de middle et les usurpations de domaine. Il y a également des certificats auto-signés. Et puis, on va s'intéresser à cette fameuse caméra IP. Donc, à un moment où on parle, il y a une caméra IP qui est accessible depuis Internet. Et vous voyez que c'est un échantillonnage avec une inférence bayésienne. Il n'y a que 13% des gens qui ont ce même type de problème par rapport à une entité comparable. C'est un flux temps réel sur l'adresse IP 164.2.180.50 sur le port 443, un port chiffré a priori. Mais on peut faire une brute force sur cette caméra. Allons savoir quel est le mot de passe de cette caméra pour y accéder, n'est-ce pas? Et donc, voilà, moi je suis le RSSI de la PHP, je me dis quand même, je vais quand même demander à l'infra de me faire une enquête là-dessus, une levée de doute, vous voyez? Et donc, on peut prendre l'ensemble de tout ce qui ne va pas et en faire un plan d'action pour que la PHP passe de C à A. Et voilà le plan. Eh bien, ce que vous venez de voir, vous pouvez l'avoir gratuitement pour votre entité. Un modèle freemium. Et donc, la PHP pourrait souscrire et avoir tout ce que je viens de vous montrer là. Voilà, je ne veux pas dépasser du temps. Il y a beaucoup d'autres fonctions et vous pouvez suivre comme ceci l'ensemble de toutes les scorecards que vous souhaitez suivre, ce qui a évidemment beaucoup de bénéfices que vous pouvez facilement imaginer pour votre travail. Donc, toutes les associations et les entités qui voudront obtenir leur scorecard gratuitement, il suffit qu'elles en fassent la demande sur le site de securityscorecard.com/free-account. Parfait, Mauro. Écoute, merci beaucoup. Moi, j'ai des questions, mais il y en aura peut-être aussi dans l'Assemblée. C'est quoi l'approche idéale? Je suis une association, je n'ai pas des gros moyens, j'ai une personne qui gère l'informatique, c'est-à-dire une personne qui va gérer avant tout les outils bureautiques, les imprimantes et j'en passe. Je me crée un compte, je récupère ma scorecard, je récupère le plan d'action pour tendre vers la lettre A et après, je m'appuie sur un professionnel du domaine pour qu'il puisse m'aider. Là, on a vu mettre en place des certificats qui ne sont pas expirés, Voilà. afficher le moins possible d'objets connectés sur la toile. C'est ça le plan d'action idéal? C'est ça le plan d'action. Et donc,
Là, ça permet de concentrer le peu de ressources qu'on a, comme dit Sun Tzu, sur ce qui est super important pour ne pas se faire hacker et non pas disperser ces ressources sur des choses qui sont peut-être moins visibles et moins urgentes. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants, que vous soyez speaker ou non? Moi, j'avais envie juste de titiller un peu Mauro, mais sur une question pour laquelle je connais la réponse, mais je préfère avoir celle du spécialiste. On va dire la PHP, donc c'est purement un service de santé français. Pourquoi ne pas bloquer toutes les IP qui arrivent de pays autres que la France? Et comme ça, on a réglé le problème. Imagine que tu sois un ressortissant français dans un autre endroit qu'en France et que tu veuilles interagir avec le système d'information. Et puis, eux-mêmes, ils ont des partenaires, des labos, des fournisseurs qui sont un peu partout sur la planète. Donc, de segmenter Internet par rapport à des plages d'IP françaises ne va faire que décaler le problème au point de vue sécurité et ne va pas du tout le résoudre. C'est-à-dire que les pirates, se rendant compte de ça, vont commencer à pirater des tierces parties qui sont fournisseurs de la PHP pour entrer depuis une adresse française sur le réseau de la PHP. C'est exactement la même chose qui se passe quand on a un réseau privé. Et je vais vous donner l'exemple de Bouygues Construction. C'est exactement ce qui s'est passé en janvier 2019 ou 2020, pardon, 2020, pendant qu'on était au FIC, où c'est un micro-fournisseur canadien qui a eu la compromission initiale. Et donc, ça me permet de répondre également à la question de Thomas dans le chat. Qui sont les clients de Security Scorecard? Bon, les RSSI, évidemment. Les assurances, oui. Et ils sont même membres actionnaires de Security Scorecard, même les assurances françaises. Et puis, vous avez toutes les sociétés qui font des fusions-acquisitions pour les due diligence. Et puis, vous avez également toutes les sociétés du CAC 40 ou du SBF dans tous les pays, les Fortune 1000, qui regardent leurs fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que c'était les tierces parties qui interagissaient avec le système d'information des grosses boîtes, qu'elles sont bien protégées, mais qui se font contaminer par leurs fournisseurs. Et donc, les grandes sociétés sont en train de remplacer leurs questionnaires de type ISO 27002, genre est-ce que vous avez un PCA, est-ce que vous avez un chiffrement machin, en autodéclaratif, par une scorecard. Et donc, ils peuvent tout de suite voir, et il y a des sociétés qui sont assez brutales, qui éliminent tous leurs fournisseurs qui ont un score en dessous de C, par exemple. Ils disent, on ne peut plus travailler avec vous, réparez d'abord votre surface d'attaque. Voilà quels sont les clients de Security Scorecard. Vous avez vu que la PHP a 36 followers. Évidemment, on ne dit pas qui c'est, mais ce n'est pas un. Et donc, si vous regardez les entreprises du CAC 40, vous verrez qu'elles ont 200, 300 followers. Et les brokers en assurance, par exemple, ils regardent le cyber-risque comme faisant partie du risque professionnel, etc. Ouais. Et voilà. Merci Mauro. Il y avait une question de Thomas, elle a été brillamment répondue, donc ça c'est top. Moi, une petite aparté sur les objets connectés. De manière générale, dans le réseau d'une entreprise, il faut absolument faire la chasse aux objets connectés qui ne sont pas mis à jour. On a besoin d'avoir des objets connectés. Dans un hôpital, par exemple, on va retrouver tout un tas de machines qui aujourd'hui sont raccordées au réseau IP. Néanmoins, il faut faire en sorte que ces objets ne soient pas visibles de l'extérieur. Là, tout ce que Security Scorecard récupère, c'est une vue de l'extérieur, ce n'est pas le scan de votre réseau. Mais en tout cas, en entreprise, l'encadrement des objets connectés, une politique de mise à jour, de durcissement est indispensable. Des fois, on se dit, j'ai un bête objet connecté sur mon réseau, c'est que dalle, c'est une petite caméra. Ouais, mais une caméra, il y a un processeur, il y a un peu de mémoire, il y a une connexion à Internet. Une caméra qui est compromise, elle peut récupérer de la matière. Ça peut être de la vidéo, ça peut être du son, ça peut être
du flux sur votre réseau et ça peut être collecté, partagé avec l'extérieur. Donc, toutes ces choses-là doivent être encadrées et ne minimisez pas les objets connectés. Malheureusement, la sécurité, elle n'est pas by design, elle est by rien du tout. Pour reprendre un gros équipementier français avec qui j'ai travaillé par le passé, qui m'a dit, on ne fait pas de la sécurité by design, on fait de la sécurité by rien du tout parce qu'on n'a pas les moyens de faire de la sécurité. Et c'est des gens qui fournissent des objets très sympathiques, qui rendent des fonctions sympas dans nos domiciles. Mais par contre, il y a très peu de sécurité. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On ne va pas non plus sombrer dans la paranoïa. Merci Mauro pour la présentation. Arnaud, On va je voulais juste Oui, ajouter un point, si vas-y. tu permets, qui est très Bien sûr. important, c'est que certains pourraient s'offusquer qu'on prenne comme exemple une entité telle que la PHP ou autre, comme en démonstration publique. En fait, il faut que vous sachiez deux choses. La première, c'est que d'abord, les hackers le voient. Donc ça, c'est une question pragmatique. Et deuxièmement, il n'y a aucun scan de vulnérabilité ni aucun test d'intrusion. Je prendrai l'image d'une patrouille qui patrouille dans un quartier résidentiel et qui s'aperçoit qu'il y a une fenêtre qui est ouverte ou qu'il y a une porte qui est entrebâillée ou que la lumière est allumée alors qu'elle ne devrait pas. Et donc, on ne fait aucune investigation sur les IP que vous avez vus ou quoi. C'est juste qu'on s'étonne que cette fenêtre soit ouverte. Et donc, il n'y a aucune notion intrusive dans ces scorecards. Que ça soit bien clair. Parfait. Merci pour la précision, Mauro. On va enchaîner avec la seconde partie du coup. Là, c'est Guillaume qui va intervenir sur la présentation d'un framework qu'il a mis en place avec ses camarades de jeu de chez UpSafe sur comment élever le niveau de sécurité d'une entreprise. L'approche est très pragmatique, mais j'en dis pas plus. Guillaume, je te laisse la parole. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Super, super. Et bonjour à tous. Enchanté à tout le monde. Je m'appelle Guillaume Chevalier et effectivement, je travaille dans une société qui s'appelle UpSafe. C'est une petite société, on est 5. On est tous d'anciens consultants. On a tous travaillé, on va dire, environ 10 ans pour des grands groupes du CAC 40, etc. Et il y a de ça environ 6 mois, on a fait le choix un peu fou de se dédier à l'accompagnement en cybersécurité des startups, notamment des startups tech. Et donc aujourd'hui, on voulait vous partager un certain nombre de choses sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment, et notamment un framework, un standard de sécurité pour les startups, une base de connaissances qui est associée à ça, une méthodologie, et on pense qu'il y en a une bonne partie qui serait utile et utilisable pour les associations, et donc on a envie de le partager, d'en discuter aujourd'hui. Donc quelques mots sur UpSafe déjà. En fait, on a commencé de façon un peu opportuniste, je dirais, il y a 2 ans de ça, à travailler pour des startups. Et on s'est rapidement rendu compte qu'ils ont clairement des besoins de sécurité. Au début, ils n'en font pas, ils essaient de retarder le sujet comme tout le monde. Et puis, ça leur tombe dessus quand ils atteignent une certaine taille, soit parce que ils travaillent pour des grands comptes et du coup, en face, ils ont les RSSI des grands comptes qui les challenge, qui leur envoient des questionnaires sécurité, qui leur demandent des calls avec les RSSI, qui leur font s'engager sur des plans d'assurance sécurité, ce genre de choses, soit parce qu'ils ont effectivement les investisseurs, comme le disait Mauro, qui les challenge à partir du moment où c'est des montants importants pendant les due diligence, ils regardent la partie sécurité. Puis il y a plein d'autres raisons, ils peuvent commencer à subir des incidents parce qu'ils sont plus exposés qu'une société classique d'une même taille, ou alors ils ont des données sensibles, il faut qu'ils se mettent en conformité avec GDPR, etc. Donc, ils ont ces besoins, mais en même temps, ils sont dans une situation assez difficile parce que pour sécuriser leur société, ils ont besoin de compétences qui sont multiples et qui ne sont pas évidentes à trouver sur le marché. Parce que par rapport à n'importe quelle société, je dirais, ils ont un produit, ils ont une application à sécuriser. Donc, ils vont avoir besoin de compétences assez importantes sur la partie sécurité cloud, sur la partie sécurité applicative, mais aussi sur le SI interne, aussi en GDPR, en détection, en surveillance de leur système d'information, en réponse aux incidents, etc. On ne peut pas embaucher une personne en sécurité et se dire, voilà, le sujet sécurité est traité. Personne n'a toutes ces casquettes aujourd'hui.
Voilà, pour info, on constate aujourd'hui que dans les startups tech, on a une personne en sécurité tous les 50 à 100 collaborateurs. C'est ça, la métrique. Voilà, et on s'est lancé là-dedans aussi parce qu'honnêtement, ça nous passionnait de travailler avec des sociétés qui sont fondamentalement différentes des grands comptes avec lesquels on a pu beaucoup travailler par le passé. On a des gens qui sont passionnants en face de nous, qui sont hyper motivés par leur projet, qui ont envie de changer des choses dans le monde. Et on a vraiment l'impression d'avoir une valeur ajoutée parce qu'on peut faire des recommandations et la semaine d'après, elles sont mises en œuvre. Voilà. C'est un monde un peu différent. Donc, on travaille avec des startups de toute taille. Alors, une startup, pour rappel, c'est pas juste une petite entreprise. C'est une société généralement qui fait du produit. Si c'est une startup tech, généralement ce produit tourne autour d'une technologie et il est considéré comme innovant. C'est une boîte qui a vocation à grandir rapidement et généralement qui a besoin de financement pour ça. C'est pour ça qu'il y a les fameuses levées de fonds, seed, série A, série B, etc. Voilà. Et donc, on travaille avec des incubateurs, notamment, ce qui nous permet de voir des sociétés qui sont très jeunes, ils sont 5 personnes, par exemple. Donc, eux, ils font de la sécurité juste parce qu'ils ont une activité très sensible, par exemple, dans la fintech, qui font qu'ils sont obligés de faire de la sécu dès le départ. Et on travaille aussi avec des très grandes startups qui sont genre Payfit, ils sont 700, Klaxoon, Litchi, etc. Et un des premiers constats qu'on a fait, c'est qu'il y a un manque de référentiel, un manque de standards. Les startups qui grandissent, elles cherchent à se tourner vers des standards qui existent aujourd'hui. Donc, typiquement, elles vont vers ISO 27001. En Europe, c'est le plus classique, en tout cas. Et on se rend compte que ça marche pas tellement, en fait, pour une startup. C'est pas très adapté. Déjà, quand on est tout petit, on ne sait pas par quel bout le prendre, on ne sait pas comment prioriser les sujets. Il y a 150 mesures quasiment dans ISO 27002. Et en plus, il y a toute la partie sécurité produit qui est quasiment pas abordée. Honnêtement, aujourd'hui, quand les auditeurs 27001 arrivent chez une startup, c'est à peine s'ils regardent le produit, ils regardent surtout le SI interne. Donc, on s'est dit qu'on allait lancer ce sujet, créer un standard, créer une méthodologie, une base de connaissances associée, et qu'on allait l'ouvrir pour que ça puisse être quelque chose de véritablement reconnu dans l'industrie par tout l'écosystème. C'est-à-dire que pour les startups, eux, pour qu'ils aient une base concrète sur laquelle construire leur roadmap, mais aussi par les investisseurs pour jauger la maturité sécurité d'une startup tech quand ils font une levée de fonds, quand ils commencent à mettre des séries B ou séries C en dizaines de millions. Mais aussi par les assureurs, par les régulateurs, tout l'écosystème finalement des startups. Donc, ce référentiel, aujourd'hui, il ressemble à ça. Il est en construction. Donc là, je vous le montre. Sur ça, je vous montre carrément une page de travail qu'on a créée pour l'occasion. On a une centaine de mesures qui sont choisies. On n'essaye pas de tout couvrir, sinon on aurait des centaines et des centaines de mesures. On essaie d'être absolument pragmatique à tous les niveaux. On a une partie des mesures sur corporate IT, donc c'est-à-dire le SI interne de l'entreprise. On a une partie sur le cloud et une partie sur la sécurité applicative. Voilà. Je pense que ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, ce dont on va discuter le plus, c'est la partie corporate IT, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas nécessairement un produit. C'est une petite entreprise. Et l'essentiel, c'est qu'elles sécurisent leurs outils internes sur lesquels elles travaillent au quotidien. Guillaume, pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Si je peux juste, ouais, Guillaume, je t'en prie. intervenir. Là, ce que tu listes, c'est entre guillemets, on va dire, pour être un petit peu cru, c'est des recettes de cuisine quelque part à appliquer. Et ces recettes de cuisine, tu les appliques que si ton profil justifie. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'une association avec 4 personnes et un ordinateur portable partagé entre les 4, on va peut-être mettre un accent sur des aspects mots de passe, mais peut-être pas chiffrer le disque dur. Enfin, il y a des choses qui, suivant la taille de l'entité, peuvent se justifier et d'autres qui vont être contre-productifs pour l'entité parce que la sécurité va devenir un élément bloquant même pour leur business.
Exactement, voilà. Et du coup, dans ce référentiel sur lequel on peut établir sa roadmap, on a indiqué des niveaux minimums à partir desquels on peut considérer ces mesures. Et après, bien sûr, on a la possibilité de faire des filtres. Par exemple, là, si je fais un filtre sur uniquement le SI interne sur le niveau 1, on va voir que les mesures les plus basiques, faire signer des NDA à tous les partenaires, utiliser un gestionnaire de mots de passe, installer un antivirus, chiffrer son poste, etc. C'est bien ça l'idée. Et on a fait une méthodologie pour aider les gens à savoir sur quel niveau se positionner. Quelque part, c'est une espèce de mini-analyse de risque. Parce que pour beaucoup de petites sociétés, dérouler une analyse de risque conforme ISO 27005 et BIOS et compagnie, c'est compliqué, ça demande des compétences, donc souvent du service externe qui coûte cher. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par identifier le profil de risque de la société. C'est-à-dire qu'on voit la nature de son activité. On a un certain nombre de critères qu'on regarde, typiquement avec quel type de client elle travaille. Quand on travaille avec de grands clients, de grandes entreprises, des grands comptes, on a tendance à plus se faire challenger sur la sécurité. Le nombre d'utilisateurs, plus d'utilisateurs, plus de données personnelles à perdre. Le type de données personnelles, si c'est des données juste internes, il y a quand même les données des utilisateurs externes, il y a des données un peu sensibles au sens de la CNIL, etc. Et après, il y a d'autres critères, notamment si on gère des transactions financières. Parmi les startups les plus sensibles avec lesquelles on travaille, c'est celles qui ont des applications de trading, par exemple, ou de crypto-monnaie. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a un niveau 1, 2, 3, 4. C'est une estimation. Hein. On identifie le stade de développement de la société. Donc là, il y a des ABAC qui sont adaptés aux startups, mais qui peuvent être, on peut imaginer les adapter pour le cas des associations, où il y a 5 niveaux. Et donc, c'est en fonction du nombre de collaborateurs ou en fonction des phases de levée de fonds. C'est un indicateur de développement qu'on utilise souvent dans le monde des startups, avec des estimations aussi des montants de levée de fonds. C'est un montant plutôt en France, parce qu'aux États-Unis, ça va plutôt x10, mais ça marche pas mal chez nous. Et en fonction de ça, on peut calculer son niveau cible de sécurité. Voilà, on croise les deux. Est-ce que j'ai une activité sensible et est-ce que j'ai une grande société et quels moyens j'ai finalement? Et puis, on peut se positionner sur un niveau cible. Et là, pour info et pour montrer un petit peu, on a pris quelques startups que les gens connaissent bien. C'est pour ça qu'elles sont plutôt là sur expansion et licorne, parce qu'on connaît généralement les grandes entreprises. Et voilà, on va dire que par exemple, Back Market se positionne ici, parce qu'on dit qu'ils ont un profil de risque niveau 2, qu'ils ont déjà bien grandi. Ils sont plus de 500 personnes dans l'entreprise. Payfit, c'est pareil, ils sont 700 dans l'entreprise. Ils ont une activité un peu plus sensible parce qu'ils gèrent des fiches de paye, etc. Et donc, on arrive à une roadmap où on peut faire des filtres là pour choisir en fonction de son niveau sur quoi je vais me concentrer. Bien sûr, on leur le parcours pour s'assurer que tout est pertinent et on peut commencer à affecter des priorités. Donc, pour le cas des associations, je pense qu'on peut prendre tel quel le sujet corporate IT, donc le SI interne. Si on n'a pas d'application, de produit à sécuriser, ça marche très bien. Et donc là, il y a les mesures en fonction de chacun des niveaux. Si je prends le niveau 1, par exemple, ce qu'on a fait, en fait, ce qu'on propose aux startups qui travaillent avec nous, comme on peut pas, je dirais, ils n'ont pas les ressources pour se payer du conseil comme on peut faire d'habitude, ils ne peuvent pas payer du jour homme. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de concentrer tout ce qu'on sait, toutes nos connaissances, tous nos outils dans une base de connaissances et qu'on leur partage après. Donc, si je prends imposer un accord de confidentialité, par exemple, à tous les partenaires, derrière, on a une fiche qui rappelle l'objectif et qui donne des conseils pour la mise en œuvre de cette mesure avec des templates qu'ils peuvent utiliser, modèle d'accord de confidentialité. C'est assez pragmatique. Checklist pour vérifier qu'un NDA qu'un partenaire nous envoie, parce que ce n'est pas toujours nous qui les éditons, sont OK et présentent bien toutes les clauses. Un modèle de ce tableau de suivi des fournisseurs pour savoir lesquels sont bien passés par la case NDA ou pas, etc. Et même chose pour chacune des étapes qu'on a, gestionnaire de mot de passe.
On va proposer des solutions en ligne, intégrer à des outils existants qui passent, tout ça, avec des comparaisons, des benchmarks s'ils veulent en savoir plus. Et on essaie vraiment toujours d'être pragmatique, c'est-à-dire que, par exemple, configurer une solution de protection des postes de travail, c'est-à-dire finalement un antivirus, comme on pouvait le dire avant, on dit concrètement, de nos jours, les systèmes d'exploitation embarquent nativement des fonctions antivirales avancées qui peuvent être considérées comme suffisantes pour un grand nombre de startups. Sur macOS, on a Xprotect avec les fonctions Gatekeeper et MRT. Sur Microsoft, on a Windows Defender qui est devenu super bon maintenant, etc. Et puis, on traite les différents cas parce qu'on est sur des parcs hybrides où tout le monde, les gens peuvent arriver avec leur poste personnel. Il y a du Mac, il y a du Windows. En startup, il y a aussi des fois du Linux, etc. Voilà, donc je dirais c'est tout pour vous présenter un petit peu notre approche en ce moment. On est en train de faire en toute transparence le tour de nos contacts en startup et plus globalement dans l'écosystème pour trouver des gens qui sont intéressés pour contribuer en open source sur ce framework pour qu'il puisse vraiment être reconnu dans l'industrie. Et ce qu'on propose pour les associations qui nous écoutent, c'est qu'en fait, on ouvre, on puisse faire nos contacts et puis on leur fait un extrait de toutes les fiches avec toutes les recommandations, les templates, etc. Ce qu'on réserve d'habitude à nos clients, aux startups qui travaillent avec nous, parce que ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps à faire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, donc si on utilise ce que tu viens de présenter, Guillaume, et encore merci pour ta présentation, on va dire à la fois définir sa catégorie, on va dire, si on est plutôt corporate ou autre, et que donc on a toutes ces recettes de cuisine et qu'on les applique, on va dire que pour faire le lien avec ce que Maro a présenté avant, en théorie ou même en pratique, on devrait remonter dans le scoring plutôt de A à C et pas rester dans une zone DEF potentiellement, quoi, on va dire. Voilà, exactement. Et en fait, nous, on essaye de donner tous les éléments aux équipes pour qu'ils arrivent à faire les choses par eux-mêmes. On n'est pas là pour les remplacer, on n'est pas là pour du conseil ou quoi que ce soit. Pour qu'ils puissent se former en interne, parce que finalement, il y a plein d'éléments qui ne sont pas si compliqués que ça, et qu'ils puissent, autant que possible, arriver à rester sécurisés sans casser la tirelire. Ok, clair. Top. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois rien dans le chat. S'il n'y en a pas d'autres, on va essayer de gommer le petit retard. On a un poil de retard sur le timing. On va enchaîner avec toi, Charles, sur la présentation d'outils. Alors là, on va rentrer un peu plus dans la technique. Jusque-là, on avait pris de la hauteur. Là, on va parler un poil plus de technique. Vous enfuyez pas. Vous inquiétez pas, ça va être très, très facilement compréhensible. Charles a cette capacité à vulgariser. C'est gentil, Arnaud. Et en fait, ta présentation, Guillaume, elle est très intéressante parce que justement, d'une part, tu indiques bien qu'en fonction du niveau de maturité de l'entreprise, de la startup, on va adapter son niveau de sécurité. Philippe, tu disais, effectivement, si on a 5 postes, ça ne sert à rien de sortir la grosse machine. Et du coup, effectivement, dans des priorités, Guillaume, tu mettais par exemple d'abord protéger, tu as parlé de la protection du poste de travail. Et c'est une bonne transition parce que nous, finalement, dans ce que je vais vous présenter, en termes de maturité, c'est déjà quand on a mis quelques briques de sécurité. C'est-à-dire que effectivement, la sécurité du poste de travail, aujourd'hui, on parle beaucoup d'EDR, d'IR. Nous, c'est plutôt l'étape d'après. Donc, c'est vrai que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des briques de sécurité qui me semblent très importantes à mettre en place. Mais voilà, ça nécessite déjà un certain niveau de maturité. Et puis, ça nécessite également de regarder finalement si on a beaucoup de postes au sein de l'entreprise, si on a des serveurs, etc. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle du NDR, du Network Detection and Response. Et je vais vous montrer un petit peu les briques qu'on utilise et que vous allez pouvoir utiliser gratuitement. Arnaud, je ne suis pas sûr qu'on voit mon écran ou pas? Ouais. Là, je vois marquer le partage Oui, est oui. en pause. Là, si je Ouais, passe au non, slide non, suivant, ça marche? ouais, et tu peux même passer en full screen, je pense, Charles. Là, on est sur la corporate overview de ton Ouais. PowerPoint.
Et je pense que si tu parles en full, ouais, c'est bon, tu es passé en full C'est bon? screen, tout va bien. Ok. Ouais, Alors, je vais tenir 10 minutes. Arnaud, on va essayer. ouais, parfait. Rapidement, donc moi, je fais partie de la société Corelight. C'est une société américaine. Et la particularité de cette société, c'est qu'elle s'appuie sur 2 solutions open source. Donc, c'est un peu comme les différentes sociétés qui s'appuient sur des bases open source. On rajoute des fonctionnalités supplémentaires. Mais globalement, ce qui me semble intéressant pour vous aujourd'hui, c'est de vous parler justement de ces 2 solutions open source qu'on utilise. Alors, il y en a une qui est globalement assez connue en France, c'est Suricata. C'est un IDS gratuit qui est très utilisé également dans les grands comptes français. Donc, dans les sociétés du CAC 40, il y en a beaucoup qui utilisent l'IDS Suricata. Juste, Et il y en a une. Charles, Ouais. désolé, pour les associations qui ne sont pas vraiment deep dive IT, tu peux définir IDS, s'il te plaît? Intrusion Detection System, effectivement. Donc, c'est une sonde de détection d'intrusion. Je vais y revenir de toute façon dans le slide suivant, mais tu as raison, effectivement. Donc, on va avoir une partie qui va détecter les attaques sur le réseau, qui est l'IDS, qui s'appuie sur Suricata. Et on a une autre solution open source qui, pour le coup, n'est pas très connue en France. Contrairement aux pays anglo-saxons qui l'utilisent énormément, c'est Zeek. Alors, Zeek, c'est une solution de ce qu'on appelle NTA, Network. Zut alors. Network Analysis. C'est quoi le T? Network Traffic. Network Traffic Analysis. C'est vendredi, fin de la semaine. C'est vendredi, t'en fais pas, C'est Charles. ça. Et on va voir que finalement, l'utilisation de ces 2 solutions en même temps, elle est super pertinente. Donc, on va voir ça dans les slides suivants. Alors, globalement, pourquoi on parle aujourd'hui du terme NDR, Network Detection and Response? Ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, quand les entreprises, alors là, on parle vraiment des grosses sociétés, mais ça se prête aussi pour les petites. Aujourd'hui, on parle beaucoup de SOC, SOC Manager, et c'est vrai que les pièces maîtresses du SOC, du Security Operations Center, c'est vraiment le SIEM. Donc, le SIEM, c'est l'outil qui va collecter les logs et qui va permettre de voir finalement concrètement ce qui se passe. Lui, il va être enrichi de différentes sources d'informations. Donc, on va avoir les équipements qui protègent les postes de travail de l'autre et les équipements qui vont surveiller ce qui se passe sur le réseau de l'autre côté. Donc, on a l'EDR pour les postes de travail, le NDR pour le réseau. Aujourd'hui, je parlais, Guillaume, tu parlais de maturité, de priorité. Effectivement, si on doit choisir entre l'EDR et le NDR, il vaut mieux aller sur l'EDR. C'est vraiment là, par là qu'on commence, parce que c'est ce qu'il faut commencer. Il faut commencer par sécuriser le poste de travail. Donc, il y a des solutions aujourd'hui qui existent sur le marché du monde libre. Il y a même des solutions maintenant françaises qui existent, commerciales. Et puis, sur le marché du NDR, nous, on est sur ce vecteur-là parce qu'il y a des attaques aujourd'hui qui vont pouvoir bypasser, contourner les outils qu'on met en place sur le poste de travail. Il y a des attaques qu'on ne pourra pas détecter avec un outil de protection de poste de travail. Donc, c'est pour ça que la complémentarité des deux permet vraiment d'avoir une protection 360. Encore une fois, ça ne se prête pas forcément à toutes les entreprises. Il faut vraiment regarder ses priorités. Là, on veut mettre de la priorité. Alors, pourquoi également je vous parle de Zeek et pas seulement de Suricata? Aujourd'hui, si on regarde globalement ce qu'on a en termes d'outillage sur le réseau, open source, par exemple, on va retrouver NetFlow. Alors, NetFlow, ça permet d'avoir une bonne visibilité sur le réseau. Le problème, c'est que NetFlow, souvent, on est limité au niveau 3-4. Si on regarde au niveau du modèle TCP/IP, on ne va pas très loin dans les couches applicatives. Donc, aujourd'hui, quand on veut comprendre ce qui se passe au niveau d'une attaque, par exemple, Guillaume, tu parlais de start-up. Même si l'entreprise est petite, pour autant, les données qu'elle utilise peuvent être super stratégiques pour la start-up. Et donc, quand on se fait attaquer par un hacker, par un malware, souvent, on veut comprendre si la donnée est sortie de l'entreprise. Donc, on a besoin d'investiguer. Et si on n'a pas la donnée, on ne peut pas investiguer. Et si on utilise des outils comme NetFlow, on ne va pas être capable de remonter très haut dans les couches et on ne va pas être capable de voir qui était le patient zéro, est-ce qu'il y a eu de la donnée qui est sortie de l'entreprise. Donc, Alors, si je prends une vais analogie, juste traduire. J'allais prendre une analogie en disant, en gros, avec NetFlow, tu vois passer le camion, tu sais détecter s'il est rouge, vert ou bleu, mais tu ne sais pas si à l'intérieur, il y a de la contrefaçon, quoi. Exactement, c'est exactement ça. J'allais parler des voitures et des occupants. Philippe, on est connecté. Pas mal, bravo. Moi, je n'utilisais pas cet exemple, mais je vais le réutiliser du coup. L'IDS,
Alors ça, c'est typiquement ce qu'on peut obtenir avec Suricata. L'IDS, donc lui, il va regarder les réseaux, il a des signatures, un peu comme les antivirus, et dès qu'il voit quelque chose qu'il connaît, eh ben, il va générer une alerte. Alors ça, c'est très bien. Le problème qu'on peut avoir avec les IDS, c'est le taux de faux positifs. C'est-à-dire que si vous êtes une petite startup, vous n'allez pas passer votre temps à regarder les alertes. Vous n'aurez pas la bande passante, vous n'aurez pas le nombre d'hommes. Globalement, vous allez mettre un IDS, mais il ne va vous servir à rien. Et l'IDS, pourquoi il sert des fois pas à grand-chose? C'est parce que l'IDS n'a pas cette notion de contexte. C'est-à-dire que là, dans mon exemple, par exemple, je vois passer une attaque qu'on appelle SQL injection. Donc ça, c'est un type d'attaque qui va exploiter une vulnérabilité sur un serveur web, par exemple. Et lui, l'IDS, il dit, OK, moi, je vois passer une attaque. Mais il ne sait pas dire si le serveur il s'est réellement fait attaquer. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas cette information. Donc, on va voir que combiner Zik et Suricata en même temps va permettre d'avoir cette notion de contexte. Et du coup, on va pouvoir vraiment se concentrer sur les alertes qui ont un fort potentiel d'incident. Et donc, comme ça, éliminer au maximum les faux positifs. Donc Et là, puis encore une autre analogie. Le camion, on ne l'a pas ouvert, mais on l'a passé en rayon X et on a vu à l'intérieur un certain nombre de choses qui sont un peu louches, mais on ne sait toujours pas si c'est vraiment louche. Il faut vraiment faire ouvrir le camion et aller à l'intérieur. c'est un peu. Alors, moi, j'ai une autre analogie, par exemple, avec Zik et Suricata pour vraiment illustrer. On imagine un immeuble avec des alarmes à incendie. Bon, quand j'ai une alarme qui sonne, si je n'ai pas une caméra en plus, je ne sais pas dire si c'est quelqu'un qui a allumé une cigarette dans un couloir ou si réellement il y a un incendie. Et pareil, Zik, c'est un peu comme une caméra qui va vraiment tout enregistrer. Je vais être capable de dire, OK, là, il y a réellement le feu. Et en plus, c'est quelqu'un qui volontairement a mis le feu. On va avoir cette information. Et ce n'est Oui, pas donc tu simplement un problème recoupes d'électricité. plusieurs éléments d'information pour comment dire, sécuriser entre guillemets le fait que c'est vraiment une information à prendre en compte, quoi. Exactement, exactement. Je vais passer les outils de paquet de capture parce que là, c'est vraiment surdimensionné parce que comme je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, je suis j'ai bientôt dépassé mon temps. Bon, rapidement. Donc, Zik, c'est vraiment une solution open source qui existe depuis 1995. Le fondateur de Zik travaille chez Corelight aujourd'hui. Et donc, Zik, voilà, c'est vraiment un outil qui va analyser tout le trafic réseau et qui va l'enregistrer, qui va l'envoyer à un SIEM. Alors, les SIEM gratuits, vous pouvez en trouver également. Il y en a beaucoup maintenant qui existent. Donc, l'idée, c'est vraiment de tout enregistrer et de l'envoyer dans un SIEM. Ce trafic-là, en fait, on va pouvoir le garder quand même assez longtemps parce qu'en fait, Zik va transformer finalement le flux réseau en des métadonnées. Donc, les métadonnées, ça permet d'être stocké. C'est des informations qui sont assez légères et on va pouvoir les stocker assez longtemps sur le SIEM. Et la particularité de Zik, c'est qu'on va pouvoir finalement relier les wagons entre eux très facilement. Je m'explique. Quand on va sur Google, on fait d'abord une requête DNS pour avoir l'adresse IP du nom de domaine google.fr, par exemple. Et puis après, je vais avoir une connexion TCP/IP. Et puis après, je vais avoir le tunnel HTTP qui va se mettre en place, voire même HTTPS. Et bien, avec Zik, on va avoir un identifiant unique qui va me permettre, par exemple, à partir d'une connexion TCP/IP, de pivoter vers le log HTTP qui correspond. Si j'ai téléchargé un fichier, je vais pouvoir pivoter vers ce qu'on appelle le file UID. Donc, je vais arriver directement à un fichier où je vais avoir toutes les informations du fichier, le MD5, le SHA-1, le file name, le file type. Donc, je vais pouvoir investiguer très facilement, très rapidement. Là, il faut se mettre vraiment avec une casquette. J'ai eu un problème, je veux comprendre ce qui s'est passé. Avec Zik, on va pouvoir vraiment comprendre très simplement. Alors, très simplement, il faut quand même avoir des notions réseau et sécurité. Mais ça permet d'aller quand même très, très vite quand on a ces connaissances-là. L'avantage également de Zik, c'est qu'il y a une très grosse communauté derrière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui développent derrière et il y a des packages de sécurité qui ont été développés pour détecter un certain nombre de choses. Mauro, c'est toi qui parlais dans ta présentation, tu as employé le terme lateral movement. Typiquement, un hacker, quand il s'est introduit dans une entreprise, il va faire ce qu'on appelle du lateral movement pour se déplacer dans l'entreprise de poste à poste jusqu'à temps qu'il arrive à obtenir l'information qu'il veut ou à pirater le serveur qu'il veut. Et ça, c'est des choses qu'on peut détecter avec Zik. Il y a par exemple la société MITRE, que vous connaissez certainement, ceux qui ont développé le MITRE Attack Framework, qui ont développé un package qui s'appelle Bizarre et qui va permettre, pareil, de détecter un certain nombre d'attaques, un certain nombre de TTP du modèle MITRE
et qui se base sur Zik. Donc ça, c'est un package gratuit qu'on va pouvoir implémenter, que nous, on utilise. Un Corelight, on utilise également ce package-là parce qu'il est génial. Et on va pouvoir voir un certain nombre d'attaques, des lateral movements, du initial access, par exemple du port knocking. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est, mais c'est des choses qu'on va être capable de voir. Et ça fait partie de la solution Zik open source. Donc Zik, c'est vraiment un outil aujourd'hui qui est utilisé pour faire ce qu'on appelle du threat hunting, de la chasse aux menaces, pour vraiment investiguer, pour, par exemple, détecter également des problèmes de conformité, par exemple des certificats qui sont expirés, des méthodes SSL qui ne devraient pas être utilisées sur le réseau parce qu'elles sont obsolètes. Enfin, c'est vraiment le couteau suisse qui permet de faire énormément de choses sur le réseau. Ok, donc par rapport aux éléments que tu viens de présenter, Charles, pour une entité d'une certaine taille, ça veut dire qu'il faut quand même avoir un élément, comme tu disais, type IDS, déployé quand même au sein pour voir passer le trafic et pour pouvoir après monter dans la corrélation Alors, d'informations. je vais effectivement expliquer, il doit me rester 2 minutes, Arnaud, à peu près. On se Non, mais vas-y, divise. prends-les, Charles. Ouais. Prends-les. Alors, effectivement, l'IDS que je vous recommande d'utiliser, c'est Suricata. Donc, c'est un IDS qui va utiliser des signatures que vous pouvez obtenir gratuitement ou vous pouvez en payer également. Par exemple, Proofpunch, chez qui je travaillais, on vendait Emerging Threats, qui sont des signatures qu'on peut avoir de manière gratuite ou payante. Et donc, cet IDS-là, quand on l'associe avec Zik, on va avoir une partie de détection d'attaque, on va avoir une partie investigation. Et en fait, quand on fait tourner ça sur la même machine, on va être capable de regarder et monitorer le flux réseau. Alors là, on fait ce qu'on appelle du port mirroring sur un switch, par exemple, où on peut utiliser après des solutions de table. Donc, en fait, on va configurer un port du switch qui va me permettre de voir tout ce qui se passe sur les autres ports. Donc, comme ça, j'ai une copie du trafic qui arrive sur cette machine Linux, par exemple, sur lequel va tourner Zik et Suricata. On va faire ce travail d'analyse de détection d'attaque et on envoie tout au SIEM. Et la magie, elle se situe, alors je passe quelques slides, elle se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire que Suricata, quand il détecte une alerte, il va avoir un identifiant unique qui va être le même que le log Zik correspondant. Donc, quand je reprends mon exemple d'attaque SQL injection, par exemple, qui est en bas, je vais pouvoir cliquer sur l'identifiant unique, je vais pivoter sur le log Zik, et là, je vais voir finalement la réponse du serveur. Tout de suite, je vais voir si le serveur a répondu positivement ou négativement. Et donc, je sais dire tout de suite si effectivement on a un problème ou pas. Ouais, donc, si je reprends ton exemple de tout à l'heure, ton alarme incendie, tu cliques dessus, tu vois la photo du gars en train de fumer avec la caméra. Okay. Exactement. Tu as très bien résumé, Philippe. Donc, je sais dire si effectivement c'est un faux positif ou si c'est réellement il y a le feu dans le couloir et là, il faut appeler les pompiers et évacuer l'immeuble. Exactement. Okay. Alors, peut-être un… Oui, pardon, vas-y, Charles. Non, dis-moi, Arnaud. Non, j'allais dire pour rassurer les personnes qui travaillent pour des associations qui n'ont pas forcément d'experts techniques pour mettre en place ce type de solution, parce que là, on parle de solutions sur des associations d'une certaine taille avec un système d'information important. Si vous avez besoin de bénévoles pour vous aider à mettre en place des solutions dans vos systèmes d'information, si vous avez besoin d'élever votre niveau de sécurité pour des suspicions d'attaque, sentez-vous très à l'aise, envoyez-moi un message et je vous rerouterai vers des sociétés qui m'ont passé des messages en me disant on a des gens dans nos équipes qui peuvent donner de leur temps, certaines sur leur temps de travail et d'autres sur leur temps personnel pour vous aider à mettre en œuvre des solutions. Donc là, très clairement, c'est une solution pour des entreprises qui ont déjà, pour des associations qui ont un SI important. Pour celles qui ont des plus petits SI, pas forcément besoin de ça. Par contre, je fais une aparté. Aujourd'hui, vous pouvez disposer des mêmes solutions que les grands groupes du CAC 40, des Fortune 100 et autres, à moindre frais. Pourquoi? Parce qu'avec l'avènement du cloud, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'installer des solutions de gestion très compliquées chez soi. On achète un produit, sur les prix, vous pouvez avoir des remises assez importantes chez pas mal d'éditeurs qui font des efforts pour les entreprises à but non lucratif et vous allez avoir le même niveau de sécurité que les plus grosses boîtes du CAC 40 avec un management qui peut être fait à distance par vos bénévoles. Donc ça, c'est un vent nouveau dans le domaine de la sécu. Par le passé, il fallait tout installer à la maison, il fallait avoir des gens chez soi pour gérer la muraille qu'on érigeait autour d'une entreprise ou d'une association. Aujourd'hui, on peut faire le management à distance, on peut le faire de façon plus simple et on peut élever le niveau de sécurité à des prix à peu près raisonnables. Donc là encore, si vous avez besoin de conseils, de retour d'expérience,
toutes les personnes ici présentes pourront le faire. Pardon Charles, je te laisse finir. Non, mais écoute, moi j'avais conclu, je ne vais pas rentrer vraiment trop dans le détail, mais effectivement, ça, comme tu le dis, Arnaud, il faut un certain niveau de maturité, un SI quand même. Voilà, c'est pas un outil qu'on va déployer quand on a 5 postes, clairement. Maintenant, voilà, quand on commence à avoir des données qui sont vraiment importantes pour l'entreprise vitale, c'est important d'avoir quand même cette visibilité sur le réseau et d'avoir la capacité d'investiguer quand c'est trop tard. Ok, top. Charles, merci beaucoup. La présentation sera partagée. On partagera quelques liens aussi pour aller récupérer les sources des outils qui ont été présentés. Élodie, je t'ai vu arriver. Je sais que tu es parmi nous. Tu es entre deux meetings, mais on va parler GDPR avec toi. Oui, merci Arnaud. Alors, désolée, je vais essayer de mettre ma caméra, mais alors je suis dans des conditions, bonjour à tous, un peu extrêmes, à vrai dire, garée dans ma voiture. Voilà, entre deux rendez-vous, mais on y arrive. Enchantée. Bah, écoutez, du coup, je raccroche ce meeting aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si Arnaud, tu peux me dire, voilà, il y a peut-être un petit parterre de gens présents, associations. Oui, on a des professionnels de la cybersécurité, on a des associations, on a des gens qui travaillent aussi pour des entreprises qui ne sont pas des associations, mais on a un panel assez large, des gens très techniques, des gens moins techniques. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'y voir clair sur la partie GDPR, qui est une thématique que tu connais bien. Que je connais bien. Alors, sur le vif, je viens de t'envoyer, Arnaud, je ne sais pas si tu as reçu un petit PowerPoint rapidement. Bon, ce n'est pas un support qui sera très trop long parce que je crois que j'ai un temps d'intervention relativement court. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis donc Élodie Royer, donc la directrice du développement du groupe My Data Solutions. My Data Solutions, c'est plusieurs structures, notamment une sur la France métropolitaine à Paris, spécialisée dans l'accompagnement sur la mise en conformité au RGPD, donc le règlement général sur la protection des données. Donc, si j'ai un parterre de connaisseurs sécurité RGPD, ça va quand même de pair, hein, voilà, puisque dans la mise en conformité RGPD, il y a un enjeu qui est celui d'apporter aux personnes sur qui on collecte des données des garanties de sécurité et de confidentialité, déjà dans la manière de collecter les données, de les exploiter, éventuellement de les partager. Donc la sécurité, on va dire IT, et la sécurité RGPD sont deux enjeux très, très proches et très liés. Élodie, j'ai pas ton support. Non, juste, j'ai pas ton support, mais ce qui est pas très grave. Hein. On peut continuer. Bon, ok, bah écoutez, je vais le dérouler. Bon, voilà, c'est une petite présentation rapidement. Donc, voilà, nous, notre cœur d'expertise, c'est vraiment d'accompagner toute structure, privée, publique et associative, bien sûr, et c'est le cœur du sujet aujourd'hui, à comprendre les enjeux de cette réglementation européenne et également à mettre en place des bonnes pratiques dans les structures qui sont justement obligées de mettre en place cette réglementation, comme les associations. Alors, évidemment, le niveau de mise en conformité va dépendre de la taille de l'association, puisque je pense que c'est ce que tu disais, Arnaud, tout à l'heure. Vous avez un panel qui peut être, on peut être sur une petite association de quartier, comme une très, très grosse association employeuse. Par exemple, nous avons des clients dans le domaine médico-social et de l'aide à la personne. Donc, gros secteur aussi, grosse structure associative qui recrute énormément de collaborateurs. Et donc, les associations, à partir du moment, pourquoi elles sont concernées par le RGPD? Donc, à partir du moment où elles collectent des données à caractère personnel sur les adhérents, sur des collaborateurs qu'elles recrutent pour faire fonctionner l'association, et également, par exemple, sur des partenaires qui environnent l'association, puisque une association étant à but lucratif, souvent elle fonctionne avec, donc, bien sûr, d'une part des adhésions de ses adhérents, mais également des fonds qui peuvent être des financements publics, régions, départements, Europe, voire des fonds privés de structures qui peuvent faire du mécénat ou des choses comme ça. Mais de toute façon, que l'on soit adhérent
ou financeur ou partenaire de l'association, eh bien, on est amené à mettre à disposition de l'association des informations qu'on appelle donc des données à caractère personnel, c'est-à-dire un nom, un prénom, un mail, un numéro de téléphone, etc., etc. Donc, les associations sont donc concernées par le RGPD parce que justement, afin de fonctionner, afin d'avoir des adhérents, afin d'avoir des financements et afin de remplir leur mission, elles s'approchent et elles mettent en place un réseau de partenaires et elles visent des cibles je dirais, usagers, c'est-à-dire les missions qu'elles mettent en œuvre vont concerner effectivement des personnes physiques, souvent, voilà, des habitants, des citoyens, des gens qui peuvent avoir des problématiques sociales, financières, de santé. Et donc, les associations sont des gros collecteurs de données à caractère personnel, c'est-à-dire des données qui permettent d'identifier les personnes physiques. Et à ce titre, elles se doivent donc de respecter la réglementation européenne qui vient chapeauter maintenant en Europe vraiment toutes les bonnes pratiques en matière justement de collecte et d'utilisation de ces données. Donc du coup, partant de ce principe-là, une association, quel que soit son cœur d'activité, quel que soit du coup son volume d'adhérents, ses missions, à partir du moment où elle est notamment sur le territoire français, mais pas forcément que, mais surtout sur le territoire français et qu'elle collecte des données sur les citoyens français, eh bien, elle va mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques. Alors, pour faire assez court, parce que je crois que j'ai pas beaucoup de temps, Arnaud, hein, je pense j'ai 5-10 minutes Oui, à c'est peu ça, mon près. micro a été coupé, pardon. Oui, Voilà. c'est ça. Oui, pas de souci. Alors, du coup, pour faire assez court, donc globalement, quelles sont ces bonnes pratiques ou quels sont je dirais les éléments enfin en tout cas les obligations qu'impose le RGPD déjà et les éléments incontournables à mettre en place dans son association. Alors, le RGPD est là pour apporter sécurité et confidentialité aux personnes sur qui on collecte les données. Donc, l'association se doit auprès du public qui l'environne ou qui la compose d'être transparent sur la manière dont elle collecte les données. Et ça, elle va le faire notamment en respectant une obligation qui s'appelle une obligation d'information. Mais je vais revenir sur la modalité pratique après. Ensuite, les associations, exploiter leurs fichiers de données légalement. Légalement, ça veut dire qu'elles doivent pouvoir justifier qu'elles ont besoin d'avoir ces informations dans leurs données, dans leurs fichiers, alors que ça soit un fichier Excel, un logiciel ou même des fichiers papier. Hein. Les fichiers papier sont aussi concernés par la sécurité et la confidentialité liées au RGPD. Donc, quel que soit le mode de collecte et d'utilisation des données pour l'association, les associations se doivent d'exploiter légalement les données. Donc, c'est-à-dire d'avoir une base légale qui justifie qu'elles puissent les utiliser. Cette base légale, elle est souvent pour les associations des missions de service public éventuellement, mais pas que. Elles ont également souvent une autre base légale qui est le consentement. Et donc, il va falloir qu'elles mettent en place des pratiques, je dirais, dès le départ, pour aller rechercher le consentement, notamment des adhérents, mais également de toutes les personnes sur qui elles vont venir collecter des données. Donc ça, c'est la deuxième grande obligation, la base légale. La troisième grande obligation du RGPD est de pouvoir maîtriser la durée d'utilisation et de conservation des données de l'association. On ne peut pas conserver ad vitam aeternam des données sur des adhérents, des données sur des personnes qui fréquentent l'association ou des informations sur les personnes qui ont fait l'objet des services ou des missions de l'association. Il y a des durées au-delà desquelles les données sont ensuite archivées, bien sûr, pour des questions de preuve, de traçabilité, de reporting auprès des organismes financeurs qui ont apporté des subventions à l'association. Donc, bien sûr, on ne va pas les détruire immédiatement, mais passer une certaine durée qu'il faut définir. Et ces durées, elles doivent être définies vraiment en fonction de certains référentiels qui existent, mais également, surtout, spécifiquement par rapport aux missions de l'association. Donc, ça peut être 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais il faut pouvoir le justifier. Il faut pouvoir être maître de cette durée. Et imaginons qu'on définisse qu'on garde les données 5 ans. Eh bien, au bout de 5 ans, on ne les détruit pas, bien sûr, tout de suite. On les met en base intermédiaire archive, peut-être pour des raisons de preuve, etc. Et ensuite, passer ce deuxième délai d'archivage de documents, eh bien, on va passer à la phase de destruction. Ce qui souvent embête les associations qui viennent aider peut-être des populations, viennent aider des personnes qui avaient besoin de leurs services, qui n'en ont plus besoin peut-être l'année d'après, mais qui en auront peut-être besoin
4 ou 5 ans après, à nouveau, malheureusement, peut-être dans un parcours de vie, comme par exemple des associations qui aident aussi des personnes en situation de précarité, en difficulté financière ou de l'accès au logement, des choses comme ça, dans le périmètre plutôt social. Eh bien, les gens sont souvent embêtés parce qu'ils me disent, bah oui, mais moi, peut-être qu'une personne que j'ai aidée cette année, par notre aide, heureusement, elle sera sortie d'affaires l'année prochaine, mais malheureusement, on ne connaît pas le cycle de la vie et elle va peut-être revenir nous voir dans 5 ans. Alors, c'est dommage, on sera obligé de remonter un dossier, etc. etc. Bah, oui, effectivement, je comprends la difficulté. C'est un peu dommage de perdre un peu l'historique. Alors, on peut garder un peu d'historique, mais il va falloir peut-être je dirais, purger un petit peu un certain nombre d'éléments d'information. Parce que la difficulté, si vous gardez trop longtemps des informations sur des bénéficiaires qui ne font plus partie de votre environnement associatif, ça veut dire que vous conservez dans votre base de données des informations qui, du coup, ne vont pas se mettre à jour. Et du coup, ça aussi, c'est un défaut de conformité RGPD d'avoir dans ces fichiers des données qui ne sont pas à jour. Donc, exploiter une base de données légalement, c'est d'avoir une base légale, donc souvent le consentement, mais également d'avoir un fichier à jour. Et donc, si ces personnes n'ont pas fréquenté l'association depuis des années, eh bien, vous allez conserver des données obsolètes. Et donc, d'ailleurs, une des premières recommandations de bonne pratique que je peux faire aux associations, avant de commencer vraiment à mettre en place des actions RGPD à proprement parler, c'est déjà de faire un petit nettoyage de vos bases de données, faire le ménage dans vos bases de données. Alors, ça ne veut pas dire appuyer sur la touche efface ou tout supprimer, hein, surtout pas. Par contre, effectivement, c'est l'occasion peut-être de revenir sur un historique de fonctionnement pour les associations peut-être les plus anciennes et de se dire, tiens, déjà, dans mon fichier, qu'est-ce que j'ai comme données? Quelle typologie de données j'ai? Depuis combien de temps je les ai? C'est peut-être déjà un travail de premier filtre à faire, de se dire, bon, bah, tout ça, j'archive pour l'instant parce qu'il faut que je les garde, mais je ne les garde pas dans mon fichier actif d'adhérents, de bénéficiaires, etc. pour l'instant. Ou alors, bah là, c'est parce que l'association existe depuis des années, donc ça fait 30 ou 40 ans. Bon, bah, il y a au moins une vingtaine d'années au moins, ou même trentaine dont on n'a plus besoin. Et là, par contre, effectivement, à passer à vraiment à des modalités de purge et de destruction des documents. Donc, avant même de commencer à mettre en place vraiment des actions de RGPD, notamment d'information ou de recueil de consentement, ça serait inutile de le faire auprès de tout le monde si jamais dans vos fichiers, il y a des personnes avec qui vous ne communiquez plus, avec qui vous n'êtes plus en relation dans l'association depuis des décennies et des décennies. Ça ne servait à rien, c'est du travail du coup qui sera en plus de ce qui est nécessaire. Donc, ce sera une perte de temps. Hein. Donc, du coup, au regard de toutes ces obligations, et notamment, bien sûr, mais bon, ça, je ne vais pas revenir dessus, sécuriser, bien sûr, l'accès à ces données, mais je pense que ça, Arnaud, vous avez dû en parler beaucoup aujourd'hui sur la sécurité et les outils. Hein. Donc, là, je vous laisse... voilà, je vous laisse avec toutes les informations que vous avez eues dernièrement, mais en tout cas, le RGPD, c'est aussi sécuriser l'accès aux données, qu'elles soient informatiques ou papier. Donc, attention aussi aux modalités d'accès dans votre association. Si vous avez vos ordinateurs sur place, etc., les serveurs, ou même une tour d'ordinateur, voilà, attention au vol de données, même physique. Hein. Bon, ça, voilà, je fais un switch rapide. Et puis, autre point très important, une association, elle ne fonctionne jamais en autarcie sur elle-même. Elle fonctionne grâce à des subventions, grâce à des partenaires, et elle s'inscrit souvent sur un territoire. Enfin, c'est pas souvent, elle s'inscrit toujours sur un territoire pour répondre à un besoin ou une problématique. Donc, elle met en place un réseau de partenaires. Et donc, dans les actions que je vais vous recommander aujourd'hui de mettre en place rapidement pour ceux qui veulent se lancer sur le RGPD et qui ne l'ont pas déjà fait, il y aura des actions à faire en propre pour vous, mais également des actions à faire au regard justement de tout votre champ de partenaires pour sécuriser l'échange d'informations que vous avez régulièrement avec ces partenaires, ces financeurs, d'autres associations peut-être avec qui vous avez mis en place des démarches communes dans le cadre de vos missions. Et donc, je dirais, tout votre environnement avec qui vous allez partager de l'info, il faut aussi le sécuriser, mais là, de ce coup-ci, le sécuriser juridiquement. Hein. Voilà. Donc, si on résume les obligations RGPD, être transparent, exploiter légalement les données que vous avez à l'intérieur de vos fichiers, respecter des durées de conservation, garantissez des niveaux de sécurité d'accès aux données papier et informatiques relativement bons par rapport à vos enjeux et encadrer le transfert de données avec vos partenaires. Ça, c'est vraiment les points clés
des obligations RGPD pour une association. Alors, très rapidement, les 5 actions incontournables pour se mettre en conformité pour une association, je vous l'ai dit, donc faites le ménage sur vos données, essayez de nettoyer un petit peu votre fichier de données, enlevez les données obsolètes qui ne sont plus à jour, qui sont trop datées. Également, attention, un petit focus sur les données sensibles. Une donnée sensible, c'est une donnée qui ne doit pas être collectée si vous n'en avez pas l'utilité. Ce sont par exemple des données de santé, des appartenances religieuses, des problématiques peut-être très détaillées sur des difficultés financières, sociales, etc. Donc attention à ce type d'informations. Danger, elles ne doivent pas être accessibles dans votre association à tous les membres, tous les adhérents ou tous les collaborateurs. Hein. C'est vraiment des données à accès restreint, on va dire peut-être dans le langage IT un peu plus que vous avez l'habitude d'utiliser, Arnaud. Ce sont un petit peu des données sur lesquelles il faut être prudent aussi bien dans la collecte que dans l'utilisation. Ensuite, donc, la deuxième action, après avoir un petit peu fait le ménage et cleané votre base de données, c'est de cartographier les traitements. Alors, c'est quoi les cartographier les traitements? Très rapidement, c'est se dire, bon, moi, j'ai quoi comme fichier dans mon association? J'ai un fichier adhérent, j'ai un fichier partenaire, j'ai un fichier, je ne sais pas, financeur, et voilà. J'ai un fichier compta et finance, voilà, et un fichier communication parce que j'ai un site internet, des réseaux sociaux, etc. Et bien, du coup, je collecte aussi des données par cet intermédiaire. Et bien, donc, ces cinq catégories-là que je viens de citer, ce sont des traitements de données qui ont des objectifs différents. Et il faut pour ça ensuite que vous ayez dans votre association un document à tenir et à mettre à jour qui s'appelle le registre des traitements. Et donc, vous devez en fait tenir comme un document, comme un registre du personnel ou chose comme ça, une petite fiche qui va décrire en fait quel type de données vous collectez, ce que vous en faites, combien de temps vous les gardez, auprès de qui vous les partagez, etc. C'est ce qu'on appelle une fiche de traitement. Et vous faites une fiche pour chacun des fichiers que vous avez identifiés et vous allez le décrire de la sorte. Donc ça, c'est la deuxième obligation, avoir en interne un registre de traitement. Ensuite, vous allez répertorier tous les documents qui vous servent à travailler au quotidien dans votre association, notamment les bulletins d'adhésion, mais également aussi les conventions avec vos partenaires. Je pense stratégiquement, c'est vraiment les 2 documents importants, ou des livrets d'accueil, ou des choses qui vont être signées par vos adhérents et par vos partenaires. Et s'ils sont signés par vos adhérents et vos partenaires, dessus, ça veut dire que vous récoltez des données sur eux. Pour qu'ils signent, il y a obligatoirement leur nom, leur prénom, un mail, etc. Donc, sur tous les documents où vous voyez ces informations-là, il faut que vous apposiez quelque part ce qu'on appelle une mention d'information. Et c'est ce qui va permettre de répondre à votre obligation d'information. Alors, ces mentions d'information, elles existent en modèle sur le site de la CNIL. Peut-être qu'Arnaud, à l'issue de cette journée, je vous enverrai du coup le PowerPoint et je mettrai les liens pour trouver l'accès au modèle. Hein. D'accord ? Je l'ai enfin reçu, Élodie. Je pense qu'il était coincé entre la Réunion et la métropole. Écoute, peut-être, mais bon, voilà. En tout cas, je ferai une petite passe du contenu et je mettrai les liens pour que les participants puissent rapidement aussi retrouver des ressources modélisées un peu sur le site de la CNIL. Hein. Ça les aidera. Hein. Voilà. Donc, ce sont des mentions types. Voilà, ce sont des mentions types que vous devez adapter sur chacun des documents en fonction de la typologie de document. Hein. Voilà. Et ça vous permet donc d'être transparent et de répondre à votre obligation d'information qui est vraiment essentielle dans le cadre du RGPD. Ensuite, évidemment, quand c'est nécessaire, il faudra que vous récoltiez le consentement. Alors, le consentement, je vous conseille de le récolter au moment de l'adhésion. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment où vous allez, par exemple, avoir un nouvel adhérent, vous avez un formulaire d'adhésion. Eh bien, à ce moment-là, sur ce formulaire d'adhésion, vous leur demandez le consentement pour pouvoir utiliser leurs données dans le cadre du fonctionnement de l'association, mais aussi pouvoir le transmettre, par exemple, à des partenaires. Hein, voilà. Donc ça, c'est important. Donc, faites le ménage, cartographiez vos traitements et faites votre registre. Apposez toutes les mentions d'information sur les documents que vous utilisez au quotidien. Obtenez le consentement de vos adhérents ou de vos partenaires ou financeurs pour pouvoir utiliser leurs données et les partager. Et dernier point, peut-être, nommez chez vous en interne une personne ressource. Alors, si vous êtes une grosse association, je vous suggère de nommer ce qu'on appelle un DPO, un délégué à la protection des données.
Si vous êtes une plus petite structure, vous n'aurez pas cette ressource humaine à l'intérieur, mais il existe des solutions externalisées. C'est justement notre métier. Mais à tout le moins, il y a une personne en interne qui sera ce qu'on appelle un relais RGPD, quelqu'un qui va gérer un petit peu et piloter toutes ces questions de RGPD au quotidien. Parce que ce qu'il va pouvoir se passer dans quelques temps, où on est, nous, citoyens, de plus en plus avertis vis-à-vis de nos droits que nous avons sur nos données, eh bien, il faut savoir que vos adhérents ou toutes les personnes sur qui vous avez collecté des données, elles ont le droit de réaccéder à leurs données et de vous demander, dans cet exercice de droit, par exemple, de supprimer tout ou partie des données qu'elles vous ont mis à disposition ou d'en restreindre l'utilisation, etc. Et donc, il faut, en tant qu'association, être prêt à répondre à cette demande parce que si vous ne mettez pas en place toutes les actions que je viens de citer, et y compris celle de répondre aux exercices de droit, eh bien, il peut y avoir des conséquences derrière si les personnes mécontentes portent plainte auprès de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est le gendarme RGPD en France. Il peut y avoir des conséquences derrière, un contrôle de la CNIL sur vos pratiques professionnelles en matière de collecte et d'usage des données, et derrière, éventuellement, un risque de sanction. Alors, la sanction financière, ce n'est pas forcément la première sanction, mais une sanction qui peut faire énormément de tort à une association, c'est que la CNIL peut demander à ce que soit publié sur votre site internet, sur les réseaux sociaux et également sur un journal légal, c'est-à-dire le journal local, voilà, la presse, votre non-conformité. Donc, en termes de confiance de vos adhérents, de vos partenaires, de vos financeurs, s'ils voient affiché dans la presse que vous n'êtes pas conforme, que vous ne sécurisez pas les données, etc., ça va les rendre beaucoup plus frileux ensuite en termes de partage d'informations, etc. Sans oublier quand même également des sanctions financières possibles, sanctions qui peuvent aller jusqu'à 2 à 4%. Alors, on ne parle pas de chiffre d'affaires pour une association, on parle de budget de fonctionnement notamment, donc 2 à 4% de votre budget en fait, de fonctionnement. Donc, ça peut être quand même au niveau financier très pénalisant. Donc voilà, je m'arrête là, Arnaud. Je pense que j'ai peut-être aussi dépassé mon temps. J'ai pas vérifié si, si j'étais hors délai. Nous avons que des gens bavards cet après-midi et donc on a dépassé allègrement, mais on va tâcher de rattraper le retard. Voilà. Non, pas de souci, Elodie. Merci beaucoup pour ton temps. J'ai récupéré la présentation, donc je pourrai la partager avec l'ensemble des participants et les gens qui vont regarder la partie replay derrière, puisque c'est très plébiscité en ce moment. Et écoute, un grand merci à toi d'avoir assuré malgré les conditions. Ouais. Écoutez, non, voilà, je vous prie de m'excuser pour ces conditions un peu, un peu compliquées. En tout cas, voilà, je vais, Arnaud, je te propose pour tes participants, voilà, de te faire un PowerPoint augmenté avec les liens qui vont bien à l'intérieur pour que chacun puisse également rentrer dans l'action. Et puis, écoute, je te remercie de m'avoir fait intervenir en tant que partenaire d'Acknowledge. Écoute, avec grand plaisir. Merci, Elodie. Et on va enchaîner avec de la technique. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Merci, Elodie. À bientôt. Merci. Bonne continuation à tous. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Stéphane, c'est à toi. On va parler de crypto-minage et de détection de menaces que pas mal d'entreprises, alors je parle d'entreprises au sens large, peuvent subir aujourd'hui. Mais ça peut aussi toucher des associations à partir du moment où on a des machines qui tournent quelque part. Les machines, minage, disons. Donc là, on part sur l'opération marteau-piqueur, c'est ça, avec le crypto-minage? Crypto-minage, c'est un exemple que je vais prendre aujourd'hui pour vous montrer les capacités d'un outil open source qui s'appelle Falco. Mais sachez que là, on va parler en fait de protection de vos applications, de vos sites internet, de tout ce qui peut tourner sur vos serveurs. Et quand je dis protection, c'est détection des attaques diverses et variées, des mauvais usages, de l'exfiltration de données. Voilà. Et donc là, le crypto-minage est un exemple parce qu'il est très populaire en ce moment, mais on peut faire plein de choses avec cet outil-là. Donc moi, je suis Stéphane Voilez, je suis en charge de l'avant-vente de Sysdig pour la région Europe du Sud. Chez Sysdig, on édite des solutions de sécurité et de monitoring
des applications qui s'exécutent sur le cloud et dans les conteneurs, donc nouvelles technologies. Et on est notre fondateur, hein, pour ceux d'entre vous qui sont des ultra experts de la technologie, notre fondateur s'appelle Loris De Giovanni, c'est un Italien qui a inventé un outil qui s'appelle Wireshark, hein, qui est très utilisé à la fois dans le monde de la sécurité pour analyser ce qui se passe au niveau réseau et aussi malheureusement par les pirates pour pouvoir justement analyser ce qui se passe sur le réseau et identifier des vulnérabilités. Donc là, on ne va pas parler de Wireshark. L'outil dont je veux vous parler, c'est un outil qui devient très, très populaire dans le monde des containers aujourd'hui, donc des applications qui sont développées avec cette nouvelle technologie. C'est un outil qui s'appelle Falco, qui a été initialement développé par Sysdig et qui est aujourd'hui maintenu par la communauté open source. C'est un outil open source que vous pouvez tous utiliser dès maintenant. Qu'est-ce que c'est Falco? En fait, c'est un moteur de détection d'intrusion qui va protéger les applications développées avec des conteneurs et aussi les serveurs sur lesquels s'exécutent tous ces conteneurs. Alors, qu'est-ce que fait Falco? En fait, lui, il va superviser tout ce qui se passe sur le serveur, tous les processus qui vont s'exécuter sur le serveur, toutes les applications qui vont s'exécuter sur le serveur et à l'intérieur des conteneurs, voilà, tout ce que ces applications vont faire. Et reconstruire un peu l'activité de toutes ces applications-là, de tout ce qui se passe, y compris des utilisateurs qui se connectent sur les applications et sur le serveur, et comparer cette activité avec une base de signatures qui va contenir des signatures d'intrusion, des signatures d'attaque, des signatures de mauvais usage, des signatures de malware aussi, qui ont pour objectif derrière de lever des alertes pour pouvoir vous prévenir en cas d'attaque ou d'utilisation de ces outils pas vraiment autorisés, en tout cas pas les bienvenus sur vos applications. Alors, l'inconvénient de cet outil Falco, c'est un outil un peu rugueux. Vous allez le voir très rapidement quand je vais vous faire la démonstration, en disant que la commande en ligne n'est pas vraiment graphique. On fait tout avec cette commande en ligne. Et ça peut être intéressant d'avoir une belle interface graphique. Et donc, il existe des extensions diverses et multiples de Falco qui permettent de l'intégrer avec plein d'autres outils. Et il y a une personne qui a développé un outil qui s'appelle Sidekick. C'est un Français. Et en fait, Sidekick fait quoi? Sidekick s'accroche sur le Falco pour pouvoir rajouter des fonctionnalités complémentaires et notamment une interface graphique qui permet de visualiser plus simplement les alertes Falco. Alors, détecter les malwares, je le dis, c'est une des nombreuses fonctions de Falco. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs approches pour détecter des malwares. Il y a une approche, en fait, qui est d'enregistrer la signature du malware, l'exécutable qui va être le malware, et puis d'essayer de repérer cet exécutable à l'intérieur d'un serveur ou à l'intérieur d'un conteneur ou d'une application. L'inconvénient de cette technique-là, c'est que des malwares, il en existe de plus en plus, il en apparaît tous les jours. Et en fait, à partir du moment où on n'a pas la signature du malware, c'est compliqué de repérer son malware. Donc, l'approche de Falco, elle est différente. Elle est de repérer les effets de bord du malware. C'est-à-dire que le malware, son job, en fait, c'est se répliquer, et puis deux, faire une action illicite. Et donc, c'est ce qu'on va chercher à repérer, nous, avec Falco, c'est la réplication en cours du malware, et puis toutes les actions illicites, y compris le crypto mining que peuvent faire certains malwares. Et donc, lever une alerte en cas de détection de cette partie-là. Donc, je vais vous montrer à quoi tout ça ressemble. On a besoin d'une interface graphique là, qui n'est pas démarrée pour le moment. Et en fait, j'ai été contacté il y a quelques mois par un client. Je vous parle de crypto mining pour cette raison-là, c'est qu'en fait, en mai dernier, il y a un de nos clients qui nous a contactés pour nous dire qu'ils étaient en train de faire des tests sur les applications et que l'équipe réseau qui s'occupait de la protection du réseau d'entreprise les avait appelés pour leur dire qu'ils allaient bloquer les applications qu'ils étaient en train d'utiliser parce qu'en fait, ils avaient détecté une activité de crypto mining. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas trop le crypto mining, ça consiste en gros à vous voler des serveurs sans que vous vous en rendiez compte. Donc, vous avez l'impression de vous servir de votre serveur, mais en fait, le serveur fait, en plus de toute activité que ce que vous faites vous, le serveur va travailler à rechercher, on va dire, la monnaie cryptographique, parce qu'en fait, lorsque vous travaillez à valider ce type de transaction-là, vous gagnez
vous-même une partie en fait de monnaie cryptographique. Donc, c'est intéressant de pouvoir vous voler des ressources, faire des calculs et gagner de la monnaie, enfin de l'argent, de la crypto-monnaie avec les ressources qui ne sont pas les vôtres. Et donc, l'image, en fait, enfin l'application, elle se trouve ici, en fait. En fait, après l'analyse, on va voir que le crypto miner, enfin le malware, se cache dans un outil qui est très connu des utilisateurs informatiques qui font beaucoup de sites web, qui s'appelle Nginx, qu'on voit ici, là. Et en fait, on a l'impression d'avoir un outil comme un serveur Internet classique, mais que le malware se cache à l'intérieur. Donc, on peut toujours utiliser des outils, on va dire, classiques pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe et notamment scanner l'image. Donc, c'est des outils classiques qu'on utilise de manière à essayer de comprendre s'il y a des vulnérabilités, si on n'a pas des soucis de sécurité sur une image. Et donc, ce que je suis en train de lancer là, vous voyez bien mon écran, hein, tout le monde voit mon écran, hein, parfait. Oui, c'est bon. Et Ouais. ne partez pas en courant pour les moins techniques, hein. Il y a l'interface graphique qui va suivre derrière. Ouais, voilà, ouais, je vous Et, montre et- l'interface graphique. et une fois de plus, on peut vous trouver des bénévoles qui maîtrisent ce type de sujet pour vous accompagner dans la mise en œuvre et derrière dans la gestion au quotidien ou la gestion au moins hebdomadaire. Ouais. Et puis pour les associations, on va dire, qui se disent bah, moi, les containers, Kubernetes et tout ça, oulala, je ne touche pas à ce genre de bricole. Peut-être ils souscrivent via des sociétés tierces le développement de leur site web. Et peut-être que leur site web est basé sur cette technologie-là. Et donc, potentiellement, si c'est eux qui payent à la facture Amazon ou autre du site web, ce type de démonstration qu'on va avoir peut de toute manière les intéresser de façon indirecte. Ouais, tout à fait, parce que finalement, in fine, c'est vous qui payez la facture Amazon, hein, et donc c'est vous qui finalement pillez la crypto-monnaie des pirates qui ont installé le malware sur votre serveur. Donc des outils classiques ici, là, comme on voit ici, vont lever des anomalies, mais on ne va pas voir forcément apparaître de crypto-malware, parce que le crypto-malware se cache très bien, et donc il est difficilement détectable. Et donc, pour ça, en fait, on utilise le Falco dont je vous ai parlé. Et donc, c'est un outil open source qu'il va falloir démarrer. Et donc, c'est ce que je vais faire ici rapidement, de manière à pouvoir vous montrer, une fois que je démarre ce qui est censé être un serveur one, mais qui est en fait un crypto miner, voir comprendre un peu ce qui se passe. Voilà. Donc, j'ai démarré ici mon outil. Donc, comme vous le voyez, Falco est un outil commande en ligne. C'est pas toujours, c'est très technologique, hein, mais j'ai une jolie interface graphique à côté qui est rajoutée par l'outil Sidekick que je vous ai présenté juste après. Et donc, je reviens ici sur mon image avec ma fausse application. Et donc, pour voir un peu ce qui se passe et s'il y a vraiment un malware, il suffit de démarrer l'application. Donc, j'ai ici une commande qui me permet d'exécuter l'application. C'est celle qui se trouve ici. Et donc, vous avez vu immédiatement ici une alerte arriver côté Falco. Si je vais ici sur la partie interface graphique, à partir du moment où j'ai démarré l'application suspicieuse, tout de suite, j'ai une alerte qui a été levée. Et donc, quand on clique ici sur l'alerte, on voit tout de suite qu'un crypto miner est à l'intérieur de cette application-là et qu'il va falloir prendre des mesures pour pouvoir la contrôler. Donc, c'est intéressant d'avoir ce type d'outil-là pour détecter ce type d'alerte comme plein d'autres types d'attaques possibles sur ces environnements-là. Il est possible aussi d'utiliser des détecteurs spécifiques pour pouvoir analyser plus en profondeur des images. Notre outil de scan d'images dispose d'une option d'identification de malware, hein. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément activé par défaut sur les outils de sécurité parce que c'est assez consommateur en ressources et en temps. Mais ça permet d'identifier, lorsqu'on a une suspicion comme ça, de manière certaine, un crypto-miner. Donc, je vais laisser ici travailler le crypto-miner. Il me reste quelques minutes, hein. Je devrais essayer de ne pas utiliser trop de temps et de gagner un petit peu de temps.
pour vous montrer quelques minutes pour vous montrer où trouver tous ces outils-là qui sont gratuits. Le premier va se télécharger sur falco.org, donc c'est l'outil de détection d'intrusion, de détection d'attaque dont je vous ai parlé, outil gratuit avec tout ce qu'il faut pour l'installer. L'extension dont je vous ai parlé qui vous permet d'obtenir l'interface graphique s'appelle Sidekick. Il est trouvable aussi sur le site falco.org. Je vous enverrai au travers du Slack les liens sur ces environnements-là. Et puis, si vous êtes intéressé aussi par une interface graphique un peu plus évoluée, et puis l'outil de scan d'image que je vous présente ici, sachez que côté Sysdig, on a des outils de sécurité qui se basent sur ces versions open source et qui apportent une interface graphique plus évoluée, des outils plus intégrés. Et il existe un tiers gratuit que vous pouvez utiliser qui vous permet d'accéder à ces fonctions de sécurité sur le cloud pour vos applications de manière gratuite, avec une certaine limite, mais déjà pas mal de choses. Les scans d'images ici que je vous ai montrés, vous pouvez en faire 250 gratuitement tous les mois. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir se servir de cette partie gratuite. En vous présentant en fait tous ces accès pour pouvoir télécharger ces outils-là, j'ai laissé mon outil d'identification de malware tourner. Et donc, on voit ici le résultat avec l'identification, en effet, dans cette image-là, d'un malware dont on voit ici l'identification, ce qui va me permettre vraiment de pouvoir prendre le contrôle et arrêter tous ces outils-là. Alors, sachez que ce que je viens de vous montrer est plus une analyse a posteriori lorsque l'alerte a été générée. Mais on peut enrichir ces outils de manière à bloquer automatiquement des attaques détectées à la volée et bloquer aussi à la volée. Voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie sécurité un peu hardcore avec une vraie chasse au malware que je vous ai montré pendant cette démo? Ouais, j'avais une petite question, Stéphane, vous m'entendez bien? Oui, très bien. C'est bon, on t'entend. Je l'ai posé sur le chat, mais je vais la reposer. Je me demandais si Falco, c'était un analyseur d'images, je veux dire statique. L'analyse était en fait dynamique. Quand tu as lancé l'image, en fait, ça devient un conteneur dans le jargon Docker. Est-ce que c'est l'utilité du conteneur ou c'est l'analyse de l'image en elle-même? Alors, Falco est un analyseur dynamique dont l'objectif est de surveiller les conteneurs en cours d'exécution, les applications et aussi tout ce qui tourne sur le serveur qui héberge les conteneurs et de lever des alertes par l'analyse du comportement des applications en cours d'exécution. Donc là, on est bien sur du dynamique. Très bien. Valentin, c'est bon pour toi? Ok. Merci. Ouais, très bon. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va essayer de tenir le timing. Il nous reste un quart d'heure et on a Amandine qui va nous présenter le dispositif cybermalveillance.gouv.fr qui est ô combien important. Malheureusement, aujourd'hui, Amandine, on préférait que vous tourniez les pouces, mais vous chômez pas depuis la création du dispositif. Donc, on va te passer la main d'ici pas très longtemps quand tu vas revenir. Désolé, on est un poil en retard par rapport au timing initial. Je refais juste une petite passe sur le contenu qui sera partagé sur notre Slack. Donc, c'est-à-dire une plateforme collaborative ouverte à tous. Vous créez un compte et vous avez accès derrière aux experts qui participent et à tout le contenu qui va bien. Si vous avez besoin de coups de pouce, ce sera avec grand plaisir que l'on vous donnera, nous, des coups de pouce et qu'on vous mettra en relation aussi avec d'autres personnes. Le replay sera disponible aussi. Et Amandine est en train de se reconnecter. Elle a dû avoir un petit souci technique. Amandine, dans pas très longtemps. C'est bon, Amandine, on t'a récupéré. Bonjour, excusez-moi, ça a bugué, donc j'étais... T'en fais pas, Amandine, c'était pile au moment où c'était à toi, mais c'est les joies du direct.
On te passe la main, désolé, Amandine, on est en retard, c'est de ma faute, mais prends le temps de présenter le dispositif. Je le précisais quand ça switchait de ton côté, le dispositif est important. On sait que vous chômez pas en ce moment, vous accompagnez beaucoup de monde sur le territoire. J'ai tendance à dire malheureusement, on préférait qu'il y ait moins d'attaques et que du coup, vous ayez le temps de construire des supports de sensibilisation. Mais on sait que vous passez aussi beaucoup de temps à aider les gens. Donc voilà. Je te laisse la main. Tu prends le temps qu'il te faut, Amandine. Sens-toi très à l'aise. Ok, ça marche. Je vais essayer quand même de faire vite, mais en prenant le temps de vous expliquer donc ce qu'est le dispositif. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation à participer à cet événement. Donc l'idée, c'est de vous montrer ce que ce dispositif cybermalveillance.gouv.fr peut vous apporter et en quoi il peut vous aider au jour le jour dans vos tâches au sein de vos associations. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Oui, c'est bon. Oui. Alors, j'ai un problème, les slides ne passent pas. Pourquoi? Si, pardon, ça avance trop vite. Voilà. Donc, je voudrais juste prendre quelques mots en préambule pour vous présenter donc cybermalveillance. C'est un dispositif qui a été créé par l'État il y a presque 4 ans maintenant et qui a été créé pour répondre à l'augmentation des actes de cybermalveillance. Et donc on vient en aide en fait à 3 typologies de publics. Avant tout les particuliers, mais aussi les entreprises et les associations, donc les plus petites entreprises et associations qui n'ont pas de DSI en interne et puis les petites collectivités également. On a 3 missions donc qui nous ont été confiées par le gouvernement. La première, la plus importante, et qui ne cesse d'augmenter, c'est l'assistance des victimes. C'est vraiment une priorité pour nous, d'autant plus que les phénomènes s'amplifient avec le télétravail et donc toute cette aide se fait via, notre plateforme en ligne. Qui a été conçu donc comme un guichet unique où toute victime de cybermalveillance peut venir pour y trouver de l'aide. Je vais développer un petit peu après ce que l'on peut faire. On a également une deuxième mission qui est la sensibilisation donc aux risques numériques. Donc c'est complémentaire de l'assistance. C'est vraiment indispensable de lier les deux pour prévenir les risques d'incidents à travers des outils donc que l'on développe, mais aussi de la communication en tout le temps, donc en temps réel sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre pour être informés de ce que l'on peut voir passer sur nos radars. Et puis, on essaye de faire des campagnes de plus grande ampleur sur les chaînes du groupe France Télévisions notamment. Et enfin, troisième mission, donc c'est l'observation de la menace, pour essayer de quantifier tous ces phénomènes, de qualifier pour mieux les comprendre et puis essayer de les anticiper autant que possible et les combattre. Voilà. Et donc pour accomplir ces 3 missions, on est juste donc on est une structure originelle, on a un groupement d'intérêt public et ce qui nous permet de travailler avec des acteurs qui viennent du privé et du public. Donc on a 50 membres à ce jour au sein du dispositif qui participent à la vie du GIP donc tout au long de l'année. Donc, en quoi nos 3 missions que je viens de vous présenter peuvent vous être utiles? Alors déjà, post-incident, vous avez été victime d'une attaque, d'une cybermalveillance. Donc, vous allez pouvoir venir sur notre plateforme. Vous allez y trouver donc, vous allez suivre un parcours pas à pas avec des questions très simples qui sont adaptées à des novices en informatique pour essayer d'avoir votre pré-diagnostic, savoir ce qu'il vous arrive. Et de là, on va vous donner donc des éléments pour comprendre votre problème. On va vous proposer des conseils personnalisés par rapport à votre problématique. On peut vous donner par exemple des conseils infractionnels. Est-ce que vous devez aller porter plainte ou non? Des conseils techniques, mais on peut également vous rediriger vers des organismes qui existent déjà, qui sont compétents. Donc il y en a pléthore et je pense notamment à Pharos ou Internet Signalement pour signaler du contenu illicite. Vous avez pour tout ce qui est cyberharcèlement NetÉcoute. Voilà, vous en avez vraiment énormément et enfin, on peut aller jusqu'à la mise en relation entre la victime et un prestataire qui va pouvoir la dépanner et donc que ce soit une association ou vous particulier, vous allez pouvoir être mis en relation avec un prestataire informatique. On en a un peu plus de 1100 sur tout le territoire français et qui va pouvoir
vous faire un devis par rapport à ce qui vous arrive et libre à vous après de passer par lui pour être dépanné. Et post-intervention, vous pourrez noter voilà, ce que vous avez pensé de ce prestataire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire connaître cette plateforme auprès de votre entourage, des associations, voilà, puisque même à titre personnel, vous savez vers qui renvoyer si jamais vous êtes attaqué. Il existe une plateforme qui peut vous accompagner. Donc, comme vous l'avez vu, les chiffres ne cessent d'augmenter et malheureusement, la majorité des victimes qui viennent nous voir ont été attaquées. Voilà, c'est parce qu'elles ont été attaquées. Et l'idéal, ce serait vraiment de sensibiliser en amont avec des actions de sensibilisation. Et donc, notre deuxième mission, elle est là. On a créé pour vous tout un kit de sensibilisation qui est entièrement gratuit. J'en ai un exemplaire là, c'est un exemplaire papier, mais voilà, où vous avez une dizaine de fiches sur vraiment les gestes, les réflexes à avoir essentiels qui peuvent vous aider. Ce kit, bien entendu, il existe sur notre plateforme que vous pouvez télécharger. Et donc, on a construit tout un kit autour de 2 axes qui est la sensibilisation aux risques, bien comprendre les risques pour derrière comprendre pourquoi je dois mettre en place ces bonnes pratiques. Et donc, on a plus de 17 thématiques qui sont abordées et qui sont déclinées sous différents types de supports, que ce soit des quiz, des fiches, des mémos, etc. Et on essaye d'adapter donc ces formats en fonction de nos différents publics, notamment avec les enfants. On a tout dernièrement avec notre membre e-enfance, je vous le montre, voilà, développer des incollables pour essayer dès le plus jeune âge de sensibiliser sur tous ces risques numériques. Mais voilà, donc tous ces supports sont entièrement disponibles sur notre site gratuitement en licence Etalab. Donc n'hésitez pas à aller regarder toutes ces ressources. Je vous ai mis le lien vers les ressources sur ma slide, comme ça vous pourriez y aller facilement. Et un conseil que l'on souhaite également vous donner, c'est de ne pas jouer aux apprentis sorciers. On ne s'invente pas informaticien, c'est un métier à part entière et c'est un aspect essentiel de se faire accompagner par des prestataires compétents. Donc là, Arnaud vous propose d'être mis en relation par des personnes qui peuvent vous accompagner. N'hésitez pas, voilà, allez-y. Mais voilà, sinon, sachez que on sait qu'il est difficile d'identifier parmi les prestataires de sa région ceux qui sont les plus compétents ou experts en matière de cybersécurité. Et pour vous aider dans votre choix, on a essayé, on voulait apporter de la lisibilité par rapport à la qualité de l'offre de service. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on a créé le label Expert Cyber qui est sorti l'année dernière et qui permet de reconnaître l'expertise en sécurité numérique. Et donc, depuis, on a un peu plus de 110 prestataires labellisés partout en France à ce jour. Et on a créé, donc, de la même manière qu'on a le parcours d'assistance, on a un parcours de sécurisation, donc en amont, pour ceux qui souhaitent se sécuriser dès maintenant, où vous allez pouvoir donc trouver un prestataire très facilement à proximité de chez vous pour vous aider à sécuriser votre système d'information. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment voilà, de développer encore plus ce label, de le faire connaître et de développer ce réseau de prestataires de confiance à travers tout le territoire. Donc voilà, on va essayer de le faire connaître. On a une campagne de communication qui devrait sortir dans quelques mois maintenant. Voilà. Donc, pour terminer, n'hésitez pas à faire connaître autour de vous donc la plateforme cybermalveillance, puisque tout le monde est concerné et on est tous des victimes potentielles. Donc, préparons-nous et puis soyons vigilants. Voilà. Génial, merci Amandine. Une petite question, tu as présenté le guide au format papier. Où est-ce que les personnes qui nous ont suivis peuvent se le procurer si elles ont envie de sortir leurs yeux des écrans et les transposer sur du papier sans avoir à imprimer le guide? Alors, sur notre plateforme, j'ai mis le lien dans ma slide Sensi, Oui, sensibilisation. Tu as un lien vers les ressources disponibles et donc il y a ce kit de sensibilisation qui est disponible dedans. mais l'édition papier, parce que là tu avais une version papier sur ton bureau. Oui, alors on en a nous imprimé. Malheureusement, on ne fait pas de livraison directement auprès de chaque association. Donc si vous êtes présent sur des événements
Alors, on fait pas mal d'événements en ce moment, donc on les distribue, bien entendu sur ces événements-là. Maintenant, vous pouvez essayer de me contacter, je pourrais vous en envoyer quelques-uns, mais voilà, je peux pas le faire malheureusement pour toutes les associations. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me contacter si je peux, bien entendu, je vous enverrai quelques éditions en papier. Ok, ça marche. Merci Amandine, mais on va rediriger les gens vers le Twitter de l'organisme pour qu'ils puissent voir sur quel salon vous êtes et pour venir vous saluer et puis récupérer une édition papier pour ceux qui le souhaitent. Mais sinon, oui, tout le reste, tous les formats, tous les documents en format numérique, on a bien vu où on pouvait les récupérer. On va repartager les liens. En tout cas, Amandine, merci beaucoup déjà pour tout ce que vous faites avec cybermalveillance.gouv.fr parce qu'on en a tous besoin un jour ou l'autre. Et puis, merci pour ta présentation. On va partager ça avec les participants derrière. Eh bien, écoutez, on est sharp on time. Il nous reste 4 minutes avant 16 heures. C'est top. Est-ce qu'il y a des questions? Et si ce n'est pas le cas, je sais qu'il y a eu un contenu qui a été assez dense. On a switché entre de la gouvernance et de la sécurité un peu en mode deep dive, mais on voulait brosser un périmètre assez large. S'il n'y a pas de questions, on va s'en tenir là. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de préparer les présentations et d'intervenir aujourd'hui. C'est grandement apprécié. On va, avec Philippe, œuvrer pour partager ce contenu avec des associations qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Mais en ce moment, on nous demande beaucoup de contenu téléchargeable et accessible quand les gens le souhaitent, en mode replay. Donc, on va surfer sur la vague et on va continuer à pousser le contenu. Donc, merci à toutes et à tous. C'était une session très agréable. La prochaine, je ne vais pas faire de fausses promesses, mais j'espère qu'on la fera en présentiel. Ce sera pour la fin de l'année. Et puis, d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Merci encore aux speakers et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, beaucoup. au revoir. Merci à tous. Au revoir, merci. À bientôt.